juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Allez, 3, 2, 1... Super, j'adore le clap. Tiens, je vais le garder ça. C'est rare que j'ai des invités qui fassent des claps, donc juste pour mettre dans l'ambiance. Normalement, je commence par le bonjour, mais là, je vais garder le clap. Ça sera sympa, tu vois, ça va mettre un peu d'ambiance. Chères auditrices, chers auditeurs, salut, c'est Hermano. Je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Et j'ai pas commencé comme d'habitude parce que mon invité m'a un peu déstabilisé. Il a fait un petit clap en même temps que moi au moment où j'ai lancé l'enregistrement. On va garder ces deux petits moments, ça va être sympa. Aujourd'hui, on va évidemment parler triathlon, mais pas que. On va parler de pratique de triathlon, on va parler de coaching, on va parler de plein de choses avec mon invité. Je suis très heureux de tendre le micro à Romain Garcin. Salut Romain. Salut Hermano, bonjour à tous. Bon Romain, merci d'être avec nous. On en parlait en off. Toi, t'as un petit peu plus chaud que moi, peut-être pas plus de lumière, mais un petit peu plus chaud. Tu nous dis là où est-ce que tu es aujourd'hui ? Je suis sur une île de l'Atlantique, dans les Canaries, à Tenerife. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau là-bas ? Eh ben, je borne. Non, je borne, je coach, je consulte un petit peu aussi. Et puis j'apprécie tout simplement d'être ici. Voilà, c'est pendant qu'à Embrun actuellement j'ai vu qu'il neige. Voilà, je sais que mes collègues qui sont restés à Embrun, c'est leur truc la neige. Et voilà, ils peuvent skier, ski de rando, ski de fond, ski freeride. Moi, c'est moins mon truc, ça l'a été quand j'étais étudiant, mais maintenant, c'est la chaleur. Voilà, le triathlon, c'est un sport d'été. Bon, pas que, hein. Déjà, on fait pas mal de foncier pendant l'hiver, donc bon, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Mais non, moi je trouve que le triathlon c'est pas que un sport d'été. Moi j'aime bien, tu sais, j'ai des souvenirs de stages, alors pas en Embrun, mais en Allemagne, dans les, tu vois, pas loin des Alpes, avec mon entraîneur. On se faisait ça en février, tu vois, à peu près au moment où on enregistre là, parce que pour être totalement transparent, on est le 27 février. Mais je crois que le dernier stage qu'on a fait là-bas, ça devait être un petit peu plus tôt, au début du mois de février. T'es entre la neige, le froid, un petit peu de pluie, mais malgré tout, globalement, c'est quand même assez sec l'environnement, l'atmosphère, et je trouve ça super sympa de s'entraîner à des allures différentes et de changer le rythme d'entraînement, mais avec des paysages qui changent et puis un climat qui change aussi, non ? Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, au début. J'ai des souvenirs effectivement épiques en décembre, janvier, de sorties vélo sous la pluie à 5 degrés avec des copains. Mais vraiment à rentrer, à être KO. Mais ça laisse des souvenirs, effectivement, des souvenirs de guerre, on pourrait dire, de guerre sportive. Ouais, c'est ça. Mais non, honnêtement, maintenant, j'aime la chaleur, le froid, je le supporte de moins en moins, et c'est de pire en pire avec les années. Ouais, c'est vrai, mais cette histoire de guerrier sportif, c'est vrai que c'est souvent ce qui me reste, tu vois, quand tu fais des grosses sorties. Là, dimanche, je suis sorti 4 heures, j'ai pas fait long, hein, j'ai fait 30 bornes, mais j'ai pris mon temps, un peu de vallonné et tout, en courant, évidemment. Et pas en vélo, parce que 4 heures en vélo pour faire 30 bornes, ce serait vraiment chaud. Pendant 4 heures, j'ai eu la flotte. Au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'as presque même plus envie de courir tellement t'es trempé de partout. Par contre, tu rentres, t'enlèves les fringues trempées qui dégoulinent, et puis là, t'es content d'être à la maison au chaud, te prendre un petit chocolat ou un petit café, puis te dire, ah putain, ça y est, je l'ai fait, quoi. Mais bon, je peux comprendre, la chaleur, c'est mieux après un certain âge. Écoute, on est rentré un petit peu trop vite dans le sujet, parce que d'habitude, je demande à mes invités de se présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Romain Garcin ? Alors, aujourd'hui, je suis triathlète, trailer aussi, à mes heures perdues pendant l'entraînement, on pourra en reparler de ça aussi, et aussi en compétition finalement, et on va dire à relativement haut niveau, même si aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le haut niveau, à partir de quoi on le définit, je sais pas, mais voilà, je suis aussi coach, et puis on va dire consultant pour quand c'est ponctuel, voilà, ça peut arriver. Voilà. Et puis, je sais pas si tu veux savoir toute l'histoire, comment je suis arrivé là. C'est toi qui me dis. Ah bah si, justement, on va y venir, mais tu parlais de haut niveau, ça dépend comment on le définit. Tu te présentes aussi comme un athlète professionnel, c'est pareil, ça dépend comment on le définit. On dit toujours qu'on est sportif professionnel dès lors qu'on arrive à vivre de son sport, mais ça veut dire quoi vivre de son sport ? Être coach, être consultant, être kiné, être entraîneur, être payé par un club, être payé par une structure, enfin bref, on pourra débattre de tout ça, mais du coup, on va revenir un petit peu sur ta présentation. Tu es triathlète,
trailer, tu coaches, t'es consultant. Tout ça, ça a commencé comment? Comment est-ce que tu as commencé le sport? Alors, bon, il y a eu du sport un petit peu gamin, mais comme tous les gamins, enfin, comme beaucoup de gamins, rien de foufou. Et en fait, le sport, je l'ai vraiment commencé après avoir été étudiant. Donc, j'ai fait maths sup, maths spé, une école d'ingé, puis je suis revenu à Nice parce que j'étais étudiant à Nice à la base. Et depuis 2008, j'ai découvert l'Ironman de Nice en tant que spectateur. Parce qu'il y avait des affiches un peu partout à l'époque. Bon, moi j'avais donc à l'époque 19 ans. Et il y avait des affiches un peu partout. Et je connaissais pas du tout le triathlon. Je savais même pas ce que c'était un triathlon. Voilà. Moi je connaissais le vélo, la course à pied, mais pas le triathlon. Donc j'étais allé voir par curiosité le matin, à 6h du matin, au fameux départ spectaculaire. Et coup de cœur incroyable. Enfin, je pensais pas. Voilà, moi j'étais venu juste voir une épreuve sportive. Et voilà, coup de cœur. Et donc chaque année, j'allais revoir en tant que spectateur. Et c'était passionnant. Ça me prenait aux tripes. Et la ligne d'arrivée, quand j'étais dans les gradins, à l'époque, c'était très accessible. Je sais pas si c'est comme ça encore, mais vraiment, j'avais les larmes aux yeux. C'était, je veux dire, c'est le seul truc dans ma vie qui me. Il y a plein de choses qui me passionnent, mais là, à ce point-là, c'était incroyable. Et donc je m'étais dit, oh, c'est incroyable, je voyais des athlètes en perdition pendant le marathon, je voyais des athlètes vomir, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors bon, il y avait aussi des belles scènes de joie, je ne vais pas donner peur aux néophytes, mais voilà, donc je me disais, oh, c'est un truc incroyable, il va falloir être tellement fort sportivement pour faire ça, donc moi je regardais, mais voilà, en tant que spectateur, et puis je me disais, bon, peut-être un jour, quand j'aurai 45 ans, quand j'aurai fait des milliers d'heures d'entraînement, peut-être que je pourrais oser m'aligner là-dessus. Mais voilà, je regardais. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle un Ironman, hein. C'est pour les hommes de fer. Hein. J'étais vraiment, mais pour le coup, c'était vraiment le mythe et je l'avais vraiment perçu comme ça. Voilà. Et bon, faut dire que c'est pas rien non plus de faire un Ironman. Aujourd'hui, on voit qu'on a l'impression que c'est accessible. Tu vois, c'est un peu comme le marathon aujourd'hui, voilà, à l'époque, il y a 40 ans, on disait, oh, le marathon, c'est un truc de malade, voilà. Bon, aujourd'hui, à peu près tout le monde, on pourrait dire, fait du marathon. L'Ironman, c'est en train de devenir un petit peu comme ça. Je caricature, évidemment. Et puis voilà, puis donc quand je bossais, et donc j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler en Corse, et en emploi de bureau. Oui, il y a un autre Attends, on va revenir là-dessus parce que le mec est à Nice, le mec a grandi à Nice, il a étudié à Nice, il a étudié à Grenoble parce que oui, j'ai ta fiche LinkedIn quand même. Je te disais que je faisais table rase pour rentrer dans l'histoire de mes invités en même temps que mes auditeurs et mes auditrices, mais bon, quand même, je regarde un petit peu. Donc t'as grandi à Nice, t'as étudié à Grenoble, t'as bossé en Corse, maintenant t'es à Embrun. J'adore. Oui, Et aujourd'hui, t'es à Tenerife. Ouais. C'est-à-dire que non, mais alors bon, on le dit en souriant, mais c'est vraiment moi c'est dans mes tripes. C'est-à-dire on a chacun nos projets de vie, nos priorités dans la vie, et ça, le cadre de vie c'est une priorité absolue. Voilà, il y a pas. Bon, je suis parti de Nice parce que je trouvais qu'il y a commencé à avoir trop de monde, même pour le vélo et tout, c'était pénible. Je sais qu'il y a plein d'athlètes qui s'y entraînent. Moi, c'était pas moi j'ai besoin d'un peu plus de sauvage, on va dire, d'aspect sauvage, nature brute. Et voilà. Et donc pendant que je travaillais en Corse, je me suis mis en fait pour découvrir la Corse. J'étais à Bastia à l'époque, dans le nord de la Corse, et pour découvrir la Corse, je me suis dit quoi de mieux que la découvrir en vélo, en courant et en nageant. Voilà. Le soir après le boulot, etc. Les soirs d'été, là, c'était bien sympa. Et donc je commençais un petit peu à faire ça de manière vraiment très anecdotique, on va dire. Et puis je suis revenu en 2014 voir l'Ironman de Nice en tant que spectateur pendant une semaine de congé que j'avais pris Donc là, tu avais 25 ans. 25 ans et mais j'avais déjà l'idée de bien voir comment ça se passait. Donc j'étais allé voir dans les villages. Je te dis, je suis le genre de mec qui lit les manuels. Moi, quand j'achète un truc, tu vois, je lis le manuel. Mais là, c'est pareil. Donc j'étais allé voir dans le village expo un peu comment c'était, les gens, tout ça. Voilà. Et parce que j'avais l'idée de me y inscrire. Et ça a pas loupé, donc je vois l'Ironman de Nice 2014, génial. Et donc le lendemain même, quand les inscriptions ont ouvert, je me suis inscrit et je me suis dit, allez, c'est parti, maintenant t'as 364 jours, parce que 364 jours, et c'est parti pour la prépa, et en partant de rien, et en sachant pas nager, sachant pas nager, c'est-à-dire que quand je te dis que je nageais à l'époque, je nageais comme quand tu vois des fois l'été des gamins à la piscine, la tête hors de l'eau, et puis je faisais quelques minutes comme ça.
La nage petit chien, quoi. La nage petit chien, voilà. C'était histoire, tu vois, de se mettre dans le bain, de me dire, voilà, je sais nager. Voilà. Bon, je savais pas nager, mais voilà, je savais pas couler, en tout cas. Je savais ne pas couler. Et voilà, donc je me suis inscrit et je me suis préparé. Voilà, c'était une aventure, c'était vraiment l'aventure. J'allais dire, la préparation, elle était aussi magique que le jour de la course, parce que c'est ça aussi qu'on oublie peut-être parfois, peut-être on focalise un petit peu trop sur le jour de la course, mais moi j'ai vraiment apprécié la préparation, j'ai apprécié les blessures aussi, parce que voilà, en partant de rien et en se mettant direct, voilà, un objectif, c'est pas le parcours classique. Normalement, on commence par un triathlon S, puis un M, puis un L, etc., puis on étale ça sur plusieurs saisons. Donc moi, c'était direct le but, au bout d'un an, faire un Ironman, et pas le plus simple en plus, Ironman de Nice, avec plus de 2000 mètres de dénivelé, la chaleur, etc. Et voilà, donc je fais la course super bien, et après, le virus était pris, quoi. Voilà. Après, j'ai passé l'été à faire d'autres triathlons, et l'année d'après, j'étais professionnel, parce que, voilà, c'était les critères de l'époque, et puis surtout, j'avais battu d'autres professionnels sur des triathlons, donc voilà. Bon, attends, bouge pas. Je vais appeler William Perron. On va faire un call à 3. Alors, je sais pas si t'as écouté épisode 374. Le mec s'engage en novembre pour Nice. Il ne sait pas nager, il ne sait pas rouler. La seule chose qu'il sait faire, c'est courir. Et il a fait Nice, et c'était sa première expérience. Ça devait pas être loin de toi, je crois. Je me souviens plus la date exacte, mais ça devait être 2015, 2016, un truc comme ça. Donc, je pense que vous avez des choses à échanger. Je te mettrai en relation après si tu veux. Il y a pas mal de trucs. Déjà, écoute l'épisode, tu verras. À mon avis, vous allez tilter. Donc tu découvres finalement le triathlon par l'Ironman de Nice. Alors moi, il y a un truc qui m'a plu. J'en parle souvent dans le podcast. D'ailleurs, Olivier, avec qui j'animais le podcast il y a encore quelques semaines, me disait arrête de raconter ton histoire, tout le monde la connaît. Bon bref, mais je m'en fous, je vais la raconter encore parce que c'est moi qui suis derrière le micro. Tu parles d'avoir découvert le triathlon de Nice avec les affiches. Alors pour les petits jeunes qui nous écoutent, tu nous disais ça en 2008, l'iPhone n'était pas encore sorti. Donc on n'avait pas encore tous un téléphone portable dans la main, on n'avait pas encore tous une extension. L'internet, ouais, c'était un peu à la maison, et encore 2008, on était encore un petit peu avec les modems 56K, tu sais. Bon, j'exagère un peu, ok, mais voilà, c'était une façon dont on se renseignait sur les épreuves, etc. Instagram, Facebook, TikTok n'existait pas. Moi, j'ai découvert le triathlon en 96. En allant nager avec un pote dans la piscine de Rouen, là où j'habitais, et il y avait une affiche pour le triathlon de Rouen. Et on s'est dit, tiens, ça a l'air marrant comme truc. Viens, on va essayer. Donc, je trouve ça excellent d'échanger avec quelqu'un qui te dit, ouais, moi j'ai découvert le triathlon en voyant une affiche dans la ville, et puis en allant m'inspirer en fait de ce qui se passait là-bas. Et puis c'est comme ça que quelques années après, t'as mis le pied à l'étrier, ou plutôt le pied sur la pédale, et puis que tu t'es inscrit et que t'as fait ton premier Ironman. Bon, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Je trouve l'histoire super belle, mais il va falloir que tu rentres un peu plus avec nous dans les détails, déjà de ta prépa. 364 jours de prépa, alors que tu nous dis que tu savais pas nager autrement que ne pas couler, de faire de la nage petit chien. Et puis l'année d'après, t'es passé pro. Donc ça veut dire que soit t'as eu une progression fulgurante, soit tu venais du vélo, de la course à pied avant, et puis t'as arraché tout le monde après un peu à la Jalabert, qui sort dernier de l'eau et puis qui fait le deuxième temps vélo et qui se qualifie pour Hawaï la première année, non? Non, alors bon, toute la prépa, d'ailleurs toutes mes séances d'entraînement depuis 2014 sont, ouais, puisque ça, j'ai commencé en 2014, c'est ça, sont sur Strava. Voilà, donc on peut tout aussi, si vous remontez sur la version ordi, sur le calendrier, vous pourrez tout voir. Donc il y a tout dessus. À l'époque, il y avait personne qui me suivait, à part mon père peut-être. Et en fait, j'avais fait un peu de vélo, mais tout seul comme ça, pendant que je faisais mes études. Le soir, j'allais faire un peu de vélo, mais c'était complètement récréatif. Enfin, c'était comme n'importe qui fait un peu de vélo, voilà, mais comme ça. Voilà, il n'y avait rien de spécial. Donc, on peut pas dire que je venais du vélo, non, ni de la course à pied, et encore moins de la natation. Alors là, ça, je découvrais l'élément aquatique déjà. Donc, comment je me suis préparé? J'adore. Comment je me suis préparé? Alors, pendant mes heures de boulot, parce que comme plein de gens qui travaillent sur un bureau, il faut se l'avouer, on a du temps. En tout cas, moi j'en avais, et je me renseignais sur les méthodes d'entraînement. Donc je sais pas combien de temps j'ai passé, des centaines et des centaines d'heures, peut-être plus que d'heures effectives de boulot. Le boulot était fait, attention, hein, mais c'est qu'il n'y en avait pas assez. Et je me renseignais sur comment s'entraîner, sur le matériel, la logistique, etc. Sur la théorie, je passais des heures et des heures à visionner des vidéos de natation.
Donc on va dire je me suis formé de manière autodidacte comme ça, tout seul, en essayant de trier l'information, d'analyser, etc. Et puis j'ai quand même, j'allais dire, c'est ce qui peut-être explique la progression. Je sais pas si tu connais, il y a plusieurs types d'intelligence. Bon, il y a l'intelligence logique, le fameux QI, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'intelligence, on va dire, qu'on appelle écologique. Il y a l'intelligence spatiale, et t'as l'intelligence musicale, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique. Donc c'est tout ce qui est lié à ton corps dans l'espace. D'ailleurs, moi, je suis en négatif sur cette intelligence-là. J'ai absolument aucune conscience de mon corps. Si tu veux, je t'enverrai un petit document. Toutes les intelligences peuvent se maximiser. Alors effectivement, on va peut-être pas pouvoir faire autant que d'autres qui sont beaucoup plus prédisposés, mais ça se maximise. Voilà, donc. Moi, j'en ai parlé à tous mes kinés. Ils ont tous essayé, ils ont jamais réussi. Hein. Mais vas-y. Moi, je suis ouvert. Hein. Moi, je fais que de tester. Ma vie, c'est du test and learn. Donc vas-y, balance. Je suis dans la même optique que toi. Je fais que tester. Donc voilà. Donc je te dis, il y a une partie théorie, une partie test. Et donc voilà, donc on va dire j'avais sûrement un peu des facilités à sentir mon corps de l'espace. Oui, c'est sûr des qualités génétiques à la base, cardiovasculaires, voilà, qui font que ça a progressé assez vite et que de base c'était pas mal. Et voilà, donc je m'y suis mis comme ça. En fait, au début, je crois que je m'amusais à faire, il faudrait retrouver des espèces de triathlon à l'entraînement, tout comme ça, voilà. Donc j'allais nager à Bastia, je remontais à mon appart, j'allais rouler, puis j'allais recourir au stade, je crois. Donc je faisais un peu ça, comme ça. Je conseille pas du tout aujourd'hui, encore plus en tant que coach, de faire ça. Voilà, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'après je me suis un peu blessé, etc. Donc vraiment, j'ai fait vraiment l'instinct comme ça, un instinct qui était pas en plus très bien développé. Et après j'ai un peu plus structuré, on va dire, j'essayais de beaucoup plus m'écouter, j'essayais de mettre en place quelques blocs, etc. Donc j'ai fait ça tout l'été, là, de juillet et août 2014, avec une belle progression. Enfin, j'en étais très content, puis surtout super sensation, tout ça. Et puis voilà, ça a suivi son cours jusqu'à la fin, j'allais dire. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les chronos étaient bons, parce que je voyais quand même, j'avais des références, j'avais vu comment c'était, et je commençais à me dire, merde, tu vas peut-être pouvoir te qualifier pour les championnats du monde à Hawaï en amateur, si ça continue comme ça, quoi. Parce que je savais qu'autour de 10 heures, finir l'Ironman de Nice en 10 heures, c'était à peu près qualif pour les amateurs, dans ma catégorie d'âge, 10 heures, 9h45 minimum, quoi. Et voilà, donc... Non, honnêtement, la prépa, si tu veux, elle a pas été... on peut pas dire que c'était quelque chose de très carré, très machin. Voilà, ça a été fait à l'instinct. Je te dis, ça, ce qui a occasionné peut-être un peu trop de blessures, parce que je manquais aussi de connaissances, et puis d'expérience, parce qu'on a beau avoir les connaissances, il faut tester aussi sur soi, il faut individualiser l'entraînement, parce que je lisais des choses, si tu veux, et 6 mois plus tard, je lisais des choses qui disaient le contraire. Et là, je me disais, merde, voilà, tu connais, c'est le fameux effet, c'est quoi, c'est Dunning-Kruger, ça? On se croit intelligent, et puis en fait, voilà. Et en fait, ça... Et plus on se renseigne, et plus on se rend compte qu'en fait, on sait rien. Voilà, et donc ça finissait, au bout d'un moment, ça a fini par me dégoûter, et d'ailleurs, j'ai arrêté à un moment les recherches, parce que je me suis dit, mais en fait... c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, et je voyais des athlètes, voilà, alors certains qui partageaient leur quotidien, des très bons aussi, et je me disais, mais en fait, il y en a un, il fait ça, l'autre il fait l'opposé, l'autre il fait un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites, les mecs? En fait, il n'y a pas de recette. Et la vérité, c'est que dans une certaine mesure, il n'y a pas vraiment de recette. Voilà, il faut se connaître, ou il faut connaître l'athlète qu'on coach. Et voilà, il y a des principes, on est d'accord, il y a des principes généraux physiques, à la gravité, ça, on n'y échappe pas. Mais voilà, un petit peu individualisé, donc... Voilà, je sais pas après ce que tu veux savoir de plus sur ma prépa. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas vraiment de recette dans le sens où, à mon sens, toute préparation doit être individualisée. On a reçu à ce micro Nolio, on a reçu Run Motion Coach, on a reçu plein d'apps, soit qui sont des carnets d'entraînement, un peu comme Strava, un peu comme Nolio, soit qui proposent du coaching par algorithme ou pas, hein, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, je reste persuadé que de toute façon, la clé, c'est effectivement l'individualisation, qu'elle soit faite par un humain ou par un algorithme. Hein. Maintenant, avec l'IA, on fait des trucs géniaux. Enfin, c'est certainement pas un ingénieur qui me dira le contraire, ou peut-être justement si. Mais non, je pense que
la clé, ça va être l'individualisation et le mélange de plusieurs recettes. On n'est pas sur un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat, déjà, il y a des millions de recettes, mais au final, il y a de la farine, du lait, des œufs et puis du chocolat. Et on arrive à faire du chocolat. Avec l'entraînement, oui, courir, nager, rouler, ok, mais t'arrives peut-être à faire un sprint pour un Ironman, c'est autre chose. J'étais justement là pendant que tu parlais sur ton Strava. Franchement, le mec qui commence, non mais j'aimerais qu'on revienne dessus, hein, parce que j'aimerais aussi démystifier tout ça. Le mec qui commence, donc 17 février 2015, une séance de natation, c'est la première séance de natation que je vois sur ton Strava. Apparemment, on peut pas remonter plus loin que février 2015. Tu dois avoir juillet 2014. Bah là, je trouve pas. Mais bon. En tout cas, février 2015. Séance de natation, 3350 en 1 heure tout pile. Donc 1,47 au 100 mètres. Ce qui est déjà pas mal pour un mec qui sait pas nager. Donc il va falloir que tu nous expliques comment tu faisais ça. Hein, ouais, alors ça, et puis, ça devait être en piscine, c'est ça? Bah peut-être, mais je peux t'assurer qu'il y a des gens qui me disent qu'ils savent pas nager. Ils te calent pas, ils te claquent pas un 3000 en 1 heure, quoi. En tout cas, pas 6 mois après avoir commencé. Pareil en course à pied, 18 février 2015, 15 bornes à 3,54 au kilo. Ouais, Romain, c'était pas juste que t'avais quelques facilités. T'étais né pour ça, non? C'est ce que... Alors, si tu veux, à l'époque, c'est rigolo, j'en ai parlé récemment avec mes parents, on a analysé un petit peu mon évolution, et... oui, tes parents qui sont coach ou qui sont anciens athlètes professionnels, non? Alors, absolument pas. Mon père était analyste programmeur aux assurances vie du Crédit Agricole. Et ma mère est assistante maternelle agréée, donc garde des petits de moins de 3 ans à domicile. Et pas du tout du milieu du sport, au contraire, milieu paysan. Je me souviens encore de mon oncle qui me disait, mon oncle qui était dans le BTP, il a jamais compris pourquoi je faisais ce que je faisais là du triathlon, parce qu'il me disait mais toute cette énergie physique tu pourrais l'utiliser, et c'est à l'époque il pensait comme ça, il a raison, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, il disait toute cette énergie physique tu pourrais l'utiliser à travailler, quoi, tout simplement, enfin à travailler, faire un travail de la terre ou du BTP, ça. Entre guillemets, un vrai travail. Un vrai travail, c'est-à-dire que un travail en tout cas indispensable. C'est vrai que bon, le sport, c'est pas, voilà, en termes de productivité, oui, il y a des choses, mais voilà, c'est vrai que si demain tout s'arrête, il va falloir manger, quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc ouais, en fait, si tu veux, à l'époque, je me souviens très bien de la prépa pendant 1 an, j'avais ce qu'on pourrait appeler une illumination. Voilà, j'étais pas un Illuminati, mais j'étais vraiment, c'est vraiment alors, je dirais pas transcendance, parce que, en fait, il y a une notion un peu spirituelle, et je dirais pas non plus, comment dire, un gros choc d'adrénaline. Tu sais, ces histoires d'accidents, les pompiers connaissent ça, où t'as par exemple, une nana une mère de famille qui fait 50 kilos et qui arrive à soulever en partie une voiture parce que son enfant est coincé dessous. Alors qu'en temps normal, jamais elle soulève même pas 50 kilos, tu vois. Et ça, c'est l'adrénaline. Bon, ok, ça nous transcende pour le coup. Non, l'illumination, c'est ce qui pourrait permettre d'atteindre son plein potentiel, vraiment à 100% de ses capacités physiques. J'en suis convaincu de plus en plus. La plupart des gens, dans la plupart des situations, et je m'inclus aussi dedans, on a souvent, on n'est pas à nos pleines capacités, que ce soit physique ou psychologique, mentale, intellectuelle. Et à l'époque, je me souviens très bien, je me disais, mais comment je faisais pour faire tout ça? Donc j'étais au boulot de, je sais plus quelle heure, 8h30 à 17h ou 17h30 le soir. Je prenais ma voiture, j'allais de l'autre côté, pour ceux qui connaissent, Bastia, Saint-Florent, en passant par le col de Téguime, donc j'avais 30 minutes de voiture, plus les bouchons, les touristes en plein été. Et je prenais ma voiture, j'arrivais à la baie, j'allais nager, j'allais rouler derrière, et j'allais courir, je rentrais, le soir, c'était 22h, je mangeais, et je me couchais, et je repartais. Je me couchais, je m'étirais, etc., et puis voilà, je repartais le lendemain pour la même journée, etc. Et je disais, mais qu'est-ce que c'était ces journées de fou? Et on a peut-être eu tous un peu ce sentiment à certains moments de notre vie, certains quand ils ont eu des enfants, une femme, etc., des choses un peu qui les ont portés dans leur vie. Et moi, c'était ça. Et donc voilà, donc on va dire, cette illumination, je pense, me permettait d'être à 100% de mes capacités, de progresser très vite, d'apprendre très vite. Et on est d'accord, oui, de base, il y avait sûrement plus de qualités intrinsèques que d'autres, voilà. Et ce qui m'a fait, je te dis, m'auto-convaincre que j'étais fait pour ça, parce que 1, j'adorais ça, 2, j'étais bon, et j'allais dire 3, mais c'est venu qu'un petit peu après, on va dire, je sentais qu'il y avait peut-être une attente des autres ou quoi, voilà, tu sais,
comment ça s'appelle, c'est le ikigai en japonais, là, c'est la rencontre de ta vocation, de ta passion et de ce pourquoi tu es fait, un truc comme ça, voilà. Et quand les trois sont là, c'est bon. Et de ce pourquoi tu es payé. Bon, ça par contre. C'est l'osmose. Ouais, c'était l'osmose, on pourrait dire. Voilà, c'était vraiment une synergie, voilà. Tout se mettait en place et voilà. Et donc quand j'ai fait l'Ironman de Nice, bon, pour en reparler, mais quand j'ai fait l'Ironman de Nice, j'ai compris, tu vois, quand j'arrive au parc à vélo, qu'il doit y avoir même pas 20 vélos dans le parc, c'est-à-dire donc il manquait quelques pros et j'étais un des premiers amateurs. Je me suis dit mais c'est pas possible, mais où je suis, c'est pas possible. Je sentais que j'étais en train de faire un gros truc. Là, tu parles de T2, c'est-à-dire que tu as fini le vélo et tu t'apprêtes à poser le vélo avant de partir en course à pied et tu te rends compte que le parc est quasiment vide. Ça veut dire que t'es arrivé juste avec les meilleurs, quoi. Ouais. Et là, ouais, vraiment, c'est pas tant, tu vois. Alors, parce que bon, je vois certains athlètes, ils ont tu sais, c'est une motivation intrinsèque, extrinsèque. Ils ont beaucoup de motivation extrinsèque avant d'avoir l'intrinsèque. C'est-à-dire, c'est beaucoup la famille, les parents qui les portent, etc. Avoir l'ego par rapport aux autres. Moi, c'était qu'un bonus. Parce qu'à la base, pendant un an, je me suis entraîné comme Batman, tu vois, dans sa cave, tout seul, sans connaître personne. Et pendant un an, j'étais vraiment vraiment dans ce truc de me dire sans trop me le dire, parce que je me rendais pas trop compte, mais de savoir que j'étais à ma place, que je faisais ce que j'aimais et que c'était trop bien et que je voulais faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti de mon boulot. Parce que bon, déjà c'était infernal, c'était le management, c'était pas possible, et puis le contenu de ce qu'on faisait non plus, malheureusement, et voilà, et donc et puis après c'est ça qui m'a fait passer pro, parce que je me suis dit mais merde, j'y connais rien, tu vois, je suis un mec pourtant très prudent de base, très rationnel, bon, les études etc je pense le montrent, enfin je suis pas ce qu'on pourrait appeler un foufou, un artiste, mais là pour la première fois de ma vie à 25 ans, je dis allez banco, je plaque tout, c'est tout plaquer et devenir triathlète pro, quoi. À ce moment-là, t'avais une conjointe, un conjoint, des enfants, donc ça permet aussi, je pense, de faire plus facilement all-in, quoi. Non, tu te dis bon bah allez, je claque tout et puis au pire, je retourne chez papa-maman. J'étais tout seul et c'est aussi ce alors. Oui, je sais pas. J'aurais bien aimé avoir l'autre situation pour voir si effectivement ça m'aurait retenu quelque part, parce qu'on connaît des gens. Ah, je te confirme. Oui, non, mais alors. Ça te retient. Ça. Ouais, mais alors c'est curieusement, moi, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent un peu sur Internet et qui sont partis à droite à gauche, pas forcément dans le domaine du sport, mais dans le domaine de l'investissement, de l'entrepreneuriat, etc. Ils ont embarqué femme, enfant, ou inversement, elles ont embarqué mari, enfant. Et ils sont partis en Thaïlande, au Brésil, à droite à gauche. Donc, on va dire quand on veut, on peut. Bon, sauf quand on peut pas. J'aime bien dire ça aussi. Mais ouais, c'est un facteur qui limite un peu plus, on va dire. Mais je pense pas que il est complètement bloquant. Voilà. Mais effectivement, j'étais libre, si on veut dire. Ouais, non, mais je taquine, mais voilà, l'idée de ce podcast, c'est aussi d'inspirer les gens, de les inciter à, s'ils n'ont pas encore franchi le pas, comme toi tu l'as fait, à devenir triathlète. Et parfois, devenir triathlète, ça veut dire effectivement, comme tu l'as dit, se révéler et avoir une révélation, en plus de se révéler soi-même et de se dire bon, voilà, c'est bon, c'est la vie que je veux mener, je plaque tout, je me lance. Et parfois, c'est plus facilité, je dirais pas facile, c'est plus facilité que dans d'autres situations. Revenons un petit peu justement sur cette première année, avant de passer à autre chose, mais cette première année où tu apprends à nager, t'apprends à rouler, enfin quand je dis t'apprends, ça veut dire t'apprends vraiment les codes, les techniques, etc. Heureusement sur Ironman il n'y a pas de drafting, sinon ça t'aurait rajouté une couche en plus. Et puis t'apprends à courir. Je déconnais tout à l'heure en regardant ton Strava, mais finalement, tu t'engages en juin. En février, tu as déjà un niveau presque stratosphérique par rapport aux amateurs, par rapport à la masse dont je fais partie. Comment est-ce que tu as enclenché tout ça ? Comment est-ce que tu apprends à nager ? Techniquement, comment est-ce que tu apprends à rouler avec la technique, comment tu organises tes entraînements, et pareil, comment est-ce que tu apprends à courir, et puis comme le triathlon, c'est plusieurs sports, plusieurs choses, comment est-ce que tu apprends à t'alimenter, comment est-ce que tu apprends à faire de la PPG, comment est-ce que tu apprends à t'étirer, etc. Voilà, c'est une grosse question avec tout dedans, mais raconte-nous tout, comment est-ce que tu es devenu triathlète ? Alors, tiens, bon, on va partir de la séance dont tu parles du 17 février de 3350 mètres de natation en 1 heure. Donc bon, faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, y compris de moi. Si c'était en piscine, il y a moyen qu'à l'époque, tu sais, je faisais des laps sur la montre. Donc déjà, c'est pas 3350 mètres en continu en 1 heure. Voilà, la séance a peut-être duré 1 heure et demie et il y avait des fractions. Bon, voilà, donc faut voir ça.
Et d'ailleurs, je recommande absolument pas de nager en continu. Je sais que c'est une erreur classique quand on commence le triathlon, on veut nager en continu, mais c'est pas la meilleure. Bon, bref, c'est passons sur ça. Et il y a moyen qu'il y ait eu beaucoup de pull boy. À l'époque, il y avait pas de plaquettes. Je voulais pas de plaquettes, ça m'embêtait. Mais voilà, il y avait du pull boy. Alors, comment on est arrivé là je me souviens avoir nagé donc tout juillet, août 2014, donc au début de ma prépa, et sûrement aussi une partie de septembre. Donc la tête hors de l'eau. Et donc je me faisais des séances là, mais normalement tu dois pouvoir retomber, alors peut-être tu peux pas défiler, enfin faudrait voir sur ton ordi. En tout cas moi je vois que je peux. Ouais, je sais pas, écoute, a priori l'historique sur Strava commence vraiment en mai, juin de... Ah ouais. Ouais, je sais pas, Bon, c'est strange, mais bon. Mais bon, en tout cas voilà, donc pendant 2-3 mois j'ai nagé, j'ai fait des séances, je crois jusqu'à 1 heure de natation, la tête hors de l'eau. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, ça me faisait des maux de nuque et de trapèze, pas possible, parce que c'est vrai que c'est pas terrible de nager comme ça. Mais bon, là, on est en caméra, on peut pas montrer, mais c'est vraiment, je nageais, et c'est-à-dire que je respirais en permanence hors de l'eau. C'est comme, c'est même pas, j'étais comme ça, tac, tac, tac. Ouais, mais c'est de la nage water polo, Voilà, mais non-stop, 100% du temps. Water polo, mais en tournant la tête, quand même. C'est ça qui est fort, tu sais. C'est pas tout droit à l'éducatif qu'on fait en piscine. Donc c'est vraiment, voilà. Et donc j'ai fait comme ça. Et puis, mais bon, je suis un acharné, donc c'est-à-dire, je me souviens, je poussais dans l'eau, etc. J'y mettais vraiment beaucoup de force. Je me tuais sur les séances. Et bon, au bout d'un moment, j'ai eu le déclic, et je me souviens très bien le jour où c'est arrivé. C'était à la plage de Saletch, pour ceux qui connaissent. Et je me suis mis à mettre la tête dans l'eau pour une seule raison, en fait, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans l'eau. Mais juste quelques fois. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois. Et attends, à ce moment-là, tu nageais avec un masque, un tuba, rien du tout Ah non, rien du tout. Enfin, les lunettes de natation, c'est tout, quoi. Ouais. Et non, mais ça aurait été marrant que tu me dises j'avais un vieux masque avec un vieux tuba, tu sais, un truc de plongeur et pas de nageur. Mais bon, j'apprenais, donc ça m'allait bien. Non, je suis pas allé jusque là. D'ailleurs, le tuba, j'ai toujours du mal. Mais du coup, ouais, donc c'était pour voir un peu, parce que c'est un environnement un peu sauvage, et je me disais, on sait jamais, des conneries, tu vois, il y a un requin qui arrive, je le vois pas arriver. Non, mais c'est vraiment, encore, c'est les requins. Ouais. C'est parti là, c'est quand t'es tout seul, tu te mets un peu à délirer des fois comme ça, et j'étais tout seul dans cette eau. Et donc voilà, et boum, le déclic est arrivé, puis progressivement je me suis mis et on gagne beaucoup de temps d'un coup, comme par hasard, en mettant la tête dans l'eau, ça accélère beaucoup. Bon bref, donc c'est surtout que ça te permet de poser ta respiration, donc oui. Au-delà de gagner du temps, en fait ça c'est la conséquence mécanique de la chose, mais tu poses ta respiration, donc t'arrives à mieux oxygéner ton corps, et puis peut-être à mieux t'orienter aussi, et puis après tu prends un rythme. Je pense qu'il y a tout ça qui rentre dans le jeu. Il y a ça, mais il y a avant tout le côté hydrodynamique, en fait, c'est-à-dire que quand t'as la tête hors de l'eau, on va dire t'es à l'oblique dans l'eau, t'es comme le Titanic, et quand tu mets la tête dans l'eau, boum, tout se redresse, tu deviens tout plat, et tu opposes moins de frottement à l'avancement, quoi. Donc vraiment là tu gagnes de la vitesse. Et bon, donc j'ai fait ça, et après je continuais à regarder les vidéos, etc., et à me dire ok, d'accord, faut rentrer ton bras comme ça, faire ça. Bon, même si on se rend compte pareil qu'aujourd'hui il y a plein de techniques différentes, et ça a été mon erreur au début, c'est que je voulais nager comme Yann Thorpe ou les meilleurs nageurs du monde de l'époque. Sauf que j'avais zéro mobilité d'épaule, parce que j'ai commencé à nager à 25 ans, et que là, pour le coup de base, autant j'ai des qualités de base, mais la souplesse, je suis raide, c'est un truc de fou, donc je suis vraiment pas souple de base. Et donc j'ai pas de mobilité d'épaule, et en fait, quand on n'a pas de mobilité d'épaule, comme la plupart des gens qui commencent le triathlon sur le tard, ou la natation en général, il faut nager différemment. Ça sert à rien d'essayer de nager comme les meilleurs, ça passera pas, ça va créer des blessures, et ça va de la frustration, etc. Donc il faut apprendre à nager un petit peu différemment. Et ça, je l'ai compris que beaucoup plus tard. Voilà, donc j'ai commencé à nager comme ça. Donc c'est vrai que de base aussi, j'ai une bonne flottabilité. Je sais pas si, peut-être pas tout le monde connaît le test du bouchon dans l'eau. Donc on se met en position debout, on va dire, dans l'eau, voilà, et sans retenir sa respiration, en étant détendu, et on regarde jusqu'où l'eau nous arrive. Si elle nous arrive jusqu'au cou, jusqu'au nez, au-dessus de la tête, si on tombe au fond de la piscine, etc. Bon, moi, elle m'arrive grosso modo jusqu'au cou, quoi. Donc ça, c'est une bonne flottabilité de base. Et ça, c'est des choses, malheureusement, on peut pas trop modifier notre constitution osseuse, etc. Donc ça, c'est vrai que de base, pareil, je partais un peu avec un avantage, mais comme je te dis, mobilité d'épaule pas terrible. Pareil, le battement de jambes affreux, etc. Donc j'ai pas des gros bras, y a rien de sur ce. Mais je partais un peu avec quelques atouts, on va dire.
Et c'est vrai que ça c'est sûrement ce qui a aidé à rapidement arriver à un bon niveau. Et puis je te dis, l'acharnement, je suis vraiment entraîné beaucoup d'heures. Avec mon boulot, je crois que je faisais 15 heures, ouais, les plus grosses semaines, je devais faire 15 heures à côté, et c'était pas 15 heures je veux dire, à regarder des séries sur Netflix, hein. C'était vraiment 15 heures avec énormément de qualité, sûrement beaucoup trop, parce que c'est ce qui a fait que je me suis blessé, mais ça m'a fait énormément progresser, voilà. Mais ça, finalement, comment tu faisais pour organiser tes entraînements? T'étais accompagné par un coach, triathlon, natation, vélo, course à pied, ou c'était les lectures que tu faisais, où tu nous disais pendant 6 mois, tu lisais un truc, t'appliquais, puis 6 mois après, tu lisais un autre truc, et puis qui revenait un petit peu sur tout ce que tu avais lu avant, ou effectivement, t'étais accompagné, quoi. Non, j'étais tout seul, j'étais vraiment en autodidacte, mais je connaissais personne, je dis bien absolument personne qui faisait du triathlon. Et surtout en course, enfin en course il y en avait quelques-uns les triathlètes, mais voilà, je connaissais pas. Et mais oui, effectivement, ce que je lisais sur internet, ce que j'analysais moi-même, et après j'essayais de, si tu veux, je faisais ne serait-ce que ma position sur le vélo, parce qu'après au bout d'un moment, je me suis décidé à acheter un vélo triathlon. J'ai passé des heures, bah voilà, en bon ingénieur, j'allais dire, à faire des calculs, à me prendre les mesures, à me prendre en photo. Après sur l'ordinateur avec Paint à faire, à l'époque je maîtrisais pas bien les outils, à faire voilà des lignes droites, des mesures, tout ça, des rapports d'angle, et à me regarder dans le miroir si tout allait bien. Donc voilà, on va dire c'était vraiment une approche, on pourrait dire oui, c'est autodidacte, tu vois, comme des mecs qui découvrent peut-être la musique. Je pense que ça peut-être ça parle à certaines personnes, ouais, qui découvrent la musique, la guitare, et peut-être ils essaient un peu d'apprendre comme ça, ils trouvent des trucs sur internet et voilà. Mais je suis d'accord que, puis je le vois moi avec mes athlètes, c'est pas pour la plupart c'est pas inné, et c'est là qu'on en revient à cette histoire d'intelligence kinesthésique qui, je pense, a soutenu un peu le tout. Voilà. C'est parti comme ça, et puis alors pour les chronos après là c'est vrai que là tu m'étonnes, je me souviens plus, sûrement, hein, tu me dis j'ai fait un 15 bornes en 3,54 au kilo là au bout de quelques mois, on va dire, c'est quand même mais pareil, je me souviens, je prenais énormément de plaisir dans ce que je faisais, et pareil, c'est vrai, la technique de course à pied, j'avais fait des tours de stage à l'époque, j'ai fait que ça, je commençais, j'allais courir un peu sur la route, mais j'allais énormément courir au stade parce que j'y trouvais une super ambiance. Je connaissais personne. Après, j'ai quelques personnes qui je disais bonjour. Mais au stade, le soir, à Bastia, il y avait plein de monde qui courait. Et moi, ça me motivait, quoi. J'étais avec mon truc, je mettais mes écouteurs, ma musique, et puis je courais, je faisais des séries. Je faisais quand même des trucs un peu structurés. Et sinon, des fois, je courais comme un dératé autour de la piste pendant des minutes et des minutes, quoi. Et bon, mais voilà, ça m'a aidé ça, et j'essayais de me voir. Je me souviens très bien, j'avais un papier, j'avais noté ma technique, tu vois, j'avais noté. Il faut poser le pied sous la hanche quand on court. Voilà, le pied doit se poser sous la hanche. Quand tu accélères les bras, ça va accélérer les jambes. Quand tu relâches les épaules, tu vas pouvoir avoir la foulée plus proche du sol. Voilà, je me souviens très bien, j'ai un papier, je l'ai encore, hein, enfin un document Word où j'avais noté qui fait des dizaines de pages maintenant aujourd'hui. Il s'appelle Entraînement triathlon, et je l'ai encore parce que de temps en temps je vais y piocher 2-3 séances que j'ai notées. Et donc il y avait des pages où j'avais noté des conseils des uns et des autres. Je me souviens de Frédéric Van Lierde, que vous connaissez dans le podcast, hein, et donc de Frédéric Van Lierde qui donnait des conseils sur combien de sodium, tu vois, on parlait de l'alimentation, tu me disais comment tu avais fait pour l'alimentation, donc combien de sel il faut prendre à l'heure, combien de glucides il faut prendre à l'heure en fonction de son poids, tu vois, tout ça. Il faut se rendre compte aussi, peut-être qu'à l'époque, le savoir, à l'époque, j'ai l'impression d'être un dinosaure, c'est vrai quand même, c'était il y a juste bah, c'était il y a 10 ans quand même. Enfin, non, oui, 10 ans. Il y a juste 10 ans, mais donc ouais, à l'époque, on va dire, si tu tapais sur internet triathlon, glucides, voilà, quantité, c'était pas si accessible. Maintenant, tu vas tomber sur plein d'articles avec le SEO qui sont super bien référencés sur internet. Voilà. À l'époque, tu tombais sur Online Tree, éventuellement, pour ceux qui connaissent le forum de Thierry Sourbier. Tu tombes sur Online Tree, et avec des mecs c'était un peu de la broscience, quoi. C'était, chacun racontait un petit peu son expérience. On savait pas trop si c'était vrai. T'en avais qui insultaient les autres parce qu'ils trouvaient que c'était n'importe quoi. Bon, donc voilà. Et bon, voilà. Donc j'avais trouvé des conseils de Van Lierde. Je me souviens, j'allais voir, j'étais abonné aussi au Strava de Bertrand Billard, parce que, pour ceux qui connaissent, donc double champion du monde, hein, quand même, français, qu'on a eu, multiple vainqueur d'Alpha Ironman, qualifié pour Hawaï, etc.
Et il mettait de temps en temps, il expliquait les séances qu'il faisait. Je crois que c'est son frère qui l'entraînait à l'époque, Nicolas Bière. Et donc il y avait quelques séances. Et moi, bêtement, j'allais dire, j'essayais de les reproduire, tu vois, ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ça passait. Mais encore une fois, ça passait parce que physiquement, ça pouvait passer, voilà, parce que voilà, moi je l'ai vu là récemment d'ailleurs, j'ai vu dimanche avec un athlète à qui j'ai mis une séance et qui ça aurait dû passer, pourtant il a de la pratique, ben c'est pas passé. Voilà, donc enfin c'est pas passé, il n'a pas de blessure, mais ça a été l'échec, il n'a pas réussi à faire toutes les répétitions. Et donc c'est très rare, mais ça peut arriver. Et donc voilà, donc je reproduisais les séances, je les notais, etc. Et je me dis ah tiens ça c'est bien à faire, ça c'est bien à faire. Et quand je regarde, j'ai fait des séances de fous furieux. Que je referai pas forcément aujourd'hui, puis même aujourd'hui me font peur. Voilà. Et à l'époque, pour te dire, voilà, cette histoire d'illumination, elle me faisait pas peur ces séances. C'était vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Quand t'as la foi, en fait, il y a rien qui t'arrête. C'est un peu ce qu'il faut retenir. Mais ouais, quand t'es focus sur ton objectif, y a rien qui t'arrête. Tu sais que tu dois le faire. Enfin, tu crois savoir que c'est ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif, donc de toute façon, tu réfléchis même plus. En fait, ton cerveau, il est en mode, je déroule et c'est tout. Ouais, exactement. Et je comprends de mieux en mieux. Bon, si tu veux, je suis toujours partagé aujourd'hui avec certaines performances que je trouve stratosphériques, des records du monde qui sont battus, ou des records en général qui sont battus là depuis 4 ans, on va dire, depuis Covid ou un peu avant, là depuis 4-5 ans, c'est battu à l'appel. Alors, je pense qu'évidemment, il y a une part de dopage, mais il y a une part d'athlètes qui sont... Non, mais non, ce mot n'existe pas, surtout dans le sport, voyons, Romain. Non, mais voilà, voilà, mais amateur comme pro, hein, mais il y a une part d'athlètes, et encore une fois, amateur comme pro, ou comme haut niveau, on va dire, on s'en fiche de pro, pas pro, mais qui sont illuminés, voilà, qui vraiment sont dans leur truc, ils sont découverts, ils ont une espèce de révélation. Et ça va aussi bien, pour moi, pour le voir, pour des amateurs qui ont un boulot à côté, mais un boulot qui n'est pas forcément leur passion, ou qui parfois leur convient très bien, mais souvent qui n'est pas forcément leur passion, qui est peut-être un peu plus alimentaire. Mais à côté, ils ont ça, ils ont un entourage éventuellement qui leur convient, famille, enfants, tout ça. Et donc, ils s'accomplissent là-dedans, et ils arrivent à faire des perfs extraordinaires, en tout cas par rapport à tout ce qui s'entraîne, ou au peu qui s'entraînent plutôt. Ils arrivent à faire des super perfs parce qu'ils sont vraiment dans leur truc. Et bon, moi, j'ai bossé avec un préparateur mental, pour en parler tout ça, j'avais fait un burn-out sportif, un bon burn-out en 2019. Et après ça, j'ai bossé avec un préparateur mental, et j'ai compris avec lui, puis après moi tout seul, mais j'ai compris, comment le cerveau peut débloquer des choses pour ce que je te disais au début, arriver à 100% de son potentiel. Voilà, donc et ça, je pense qu'on l'a tous peut-être ressenti sur certaines séances d'entraînement, ou peut-être certaines compétitions, où parfois on se sent volé et c'est facile, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Eh ben c'est ça. Et l'idée, ça serait d'arriver, j'ai pas trouvé comment faire pour l'instant, mais d'arriver à être 100% du temps comme ça. Je pense ou le plus possible. Je pense qu'il y a des athlètes qui doit y arriver. Je pense, j'avais écouté le podcast avec Sam Ledlow. Sam Ledlow, je pense qu'il est vraiment... tu vois, attention, le mot, faut pas le prendre mal, mais je pense qu'il est dans une espèce on va dire, de petit spectre autistique, tu vois, dans le sens où il est dans son truc, il fait son truc, et il est à sa place, quoi, et voilà, et il se pose pas... il se laisse pas soit envahir par des mauvaises idées, mais voilà, il est focus, quoi. Voilà. Je pense que quand ça arrive une fois, et notamment en compétition, c'est là qu'on parle de ce fameux sentiment de flow et qui nous porte, et un peu de la même manière qu'un drogué qui cherche à chaque fois à reproduire cette sensation du premier shoot. Finalement, quand on est sportif et qu'on a déjà ressenti ce sentiment de flow une fois, on va chercher même inconsciemment à le reproduire. Là, c'est encore différent. Ce dont tu nous parles, c'est vraiment être illuminé par sa préparation, par son objectif, être focus. Et là, c'est vraiment beaucoup plus du long terme. Donc, écoute, c'est super intéressant. Tu disais que tu as travaillé avec un prépa mental parce que tu as fait notamment un burn-out sportif. On y reviendra, on va le poser de côté là, puis on reviendra dessus. Regarde, je me le note parce que ça peut être intéressant justement de revenir sur les causes, les conséquences, et puis comment tu l'as géré, etc. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur sur cette première préparation pour un premier triathlon qui est juste l'Ironman de Nice. Voilà, tant qu'à faire, comme tu l'as dit. Hein. Et puis le deuxième, tu nous diras ce que c'était. Mais donc du coup, tu déroules ta prépa, t'es vraiment illuminé pour te citer.
tout se passe relativement bien, hein, parce que sur ton Strava, on voit bien le 28 juin 2015, t'es au départ de l'Ironman de Nice. Tu peux nous raconter un petit peu justement comment ça se passe, ce premier Ironman, donc qui est pour toi ton premier triathlon, ce dépucelage du triathlon qui commence par un Ironman et pas l'un des plus faciles du monde non plus. Ouais. Alors déjà ça se passe la semaine qui précède parce que il y avait trois ou quatre, trois de mes meilleurs amis qui étaient venus me voir sur la course et puis ma mère, hein, alors, et puis un peu de famille un peu plus éloignée et mon frère. Ouais, j'ai oublié. Et donc si tu veux, j'avais déjà une espèce bon, pas de problème, j'étais motivé, ça y a pas de problème. Puis j'avais ça en plus qui vient rajouter quelque chose, tu vois, quand je te dis de motivation extrinsèque là, voilà, mais c'est cerise sur le gâteau là. Voilà. Et donc voilà, donc je me retrouve le matin là à 6h30 là au départ. Ambiance de fou, je me souviens très bien de la musique, je l'ai encore dans mes fichiers, tu vois, j'ai téléchargé des trucs, je suis très ancré dans certains moments, tu vois, je te parlais de la plage de Salech tout à l'heure, etc. Et donc il y a des moments comme ça, poum, poum, en sophrologie, on a ce qu'on appelle des gestes mémoire. Là, on va dire, voilà, c'est des moments mémoire, je sais pas trop comment dire, mais voilà, la musique mémoire, etc., lieu mémoire, tout ça. Bon, bref, et donc, je me souviens, donc ça m'a marqué, et donc on prend le départ, donc machine à laver, pas possible, incroyable. Alors, je me souviens pas, mais là, je te dis, là, j'ai un doute, parce que j'étais dans l'illumination, comme je te dis, donc, je me souviens pas si j'ai pris beaucoup de coups ou pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir pas pris de coups, mais pourtant, j'étais dans les derniers à partir. Je me souviens très bien, j'étais parti, tu vois, pourtant tu dis j'ai un bon niveau de natation, mais moi je voulais pas partir avec les fous furieux de devant, donc j'étais parti dans les derniers. À l'époque, ah oui, c'est ça qu'il faut dire aux gens, à l'époque c'était ma start, donc c'était tout le monde ensemble. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était 2800, 2800 personnes ensemble. Faut comprendre ce que c'est, tu vois. Le triathlon, le triathlon de l'Alpe d'Huez, hein, je pense que le DF. Quand on part tous ensemble sur le long distance, je crois qu'on est 700 ou 800, peut-être 1000. Bon, là, c'est 3 fois plus, quoi. C'est 3000. Hein. Et donc voilà. Et donc je me souviens de ce sentiment incroyable d'être porté. Je me souviens qu'à un moment je nageais plus et ça avançait tout seul parce que c'était vraiment, on était porté vers l'avant par toute cette vague. Ouais, parce que le drafting en vélo, on voit bien. Ouais. Le drafting en course à pied, un peu moins, mais il y a, enfin c'est plus de s'abriter du vent. Par contre, le drafting dans l'eau, soit il faut avoir un super niveau et nager derrière un mec qui envoie pour le ressentir, soit il faut juste être pris effectivement dans la masse. Quand allez, même si tu pars dans les derniers, t'as 2000 personnes devant toi qui t'ouvrent et qui finalement te font une aspiration. Tu le sens aussi quand t'as 2000 mecs devant toi. Ouais, c'était vraiment puissant, mais vraiment, et surtout quand c'est la première fois de ta vie, comme plein de sensations que tu ressens pour la première fois de ta vie, puis il y a cette espèce de communion avec tout le monde autour. Je me souviens, c'était beaucoup d'émotions pour moi là, ce moment-là. Bon, l'avantage c'est que quand tu pleures dans l'eau, ça se voit pas. Non, c'était marrant. Je me souviens qu'on voyait les plongeurs en dessous, là, à Nice, on voit bien, et on voyait les plongeurs dans l'eau, là, qui surveillent si on coule pas. Et, bon, voilà. Donc, je fais ma natation. Pour te dire, j'étais tellement dans le truc, j'ai aucun souvenir, si ce n'est d'avoir nagé et que ça se passait bien. Bon, je sors milieu de paquet, donc je dois sortir, faudrait regarder, mais autour du 1500e, quelque chose comme ça. Donc, voilà, en milieu, en 1h15. En gros, tu vois, preuve que je nageais pas si bien, hein, voilà, donc ça faisait du 2 minutes au 100, et avec tout le monde. Bon, je me souviens aussi que je pouvais pas nager, souvent, parce qu'il y avait plein de gens autour, donc j'ai jamais pu poser vraiment ma nage. Mais voilà, en tout cas, ça me convenait, je m'en foutais, c'est même pas que ça me convenait, je te dis, j'avais pas d'objectif de chrono ce jour-là, c'était mon premier, je voulais juste, j'allais dire, c'était même pas finir, je voulais profiter, tu vois, je te parle tout à l'heure du côté un peu autiste, ou du côté un peu, en tout cas, être dans son truc. Moi, je voulais faire, tu vois, comme quand tu vas à une soirée. Quand tu vas à une soirée, t'as une bonne soirée ou quoi. T'as pas forcément d'objectif, voilà, t'y vas parce que tu veux passer un bon moment. Mais moi, c'était pareil. Je voulais passer un bon moment. Et donc, je l'ai fait. Et donc, le vélo, super, enfin, incroyable. Sur la prom, je me souviens, 50 à l'heure, ça part à fond sur le début du vélo. Et je rattrape plein de gens, évidemment. Je continue. Enfin, je fais que ça. J'ai fait que rattraper du monde. Personne m'a doublé. À la Jalabert, comme tu disais. Et je me souviens au kilomètre 120 un peu après, là, vraiment sur le haut de la bosse, avant qu'on redescende sur Nice, sur la dernière difficulté, on va dire, pareil, là, il y avait mes potes, et je dépasse des gens, et j'ai encore la vidéo, ils m'avaient filmé, je crois qu'elle est sur Facebook, peut-être sur Instagram, peut-être que je la remette un jour, mais elle doit être dans les vidéos, droite à gauche. Ils m'avaient filmé, et je dépasse les gens en côte, c'est du 8% à cet endroit-là, mais une allure incroyable. Enfin, faut voir la différence de niveau, sachant que c'est des gens qui sont sur la 30e, 40e position, ou 50e position de la course, donc
c'est pas les moins rapides, quoi. Et voilà. Mais je te dis, j'étais vraiment, c'était mentalement, quand je te dis, voilà, j'étais vraiment dans mon truc, quoi. Ouais, t'étais habité, t'étais transcendé, Alors, tu vas avoir un peu trop habité parce que, voilà, c'est là qu'on voit, il y a quand même, au bout d'un moment, le conte de fées peut un peu s'arrêter. C'est-à-dire que sur le vélo, bon, moi, j'étais tellement dans mon truc, j'ai pas trop bu. Faut dire ce qu'il y est. Et le peu que j'ai bu, j'avais bu mais un peu mes bidons que j'avais pris. Et après, à partir du 100e kilomètre, quelque chose comme ça, je buvais les ravitaux d'eau glacée de la course. Tu vois, des bouteilles d'eau. Et elle était glacée. Et je buvais plus que ça. Puis j'avais 2-3 gels, mais je buvais de l'eau glacée. Ce qui n'est pas terrible quand il fait très chaud et à l'approche d'un marathon de s'envoyer des litres d'eau glacée dans le vide. Et donc j'ai fait, donc voilà, je suis arrivé donc sur la prom, un sentiment incroyable avec tous ces gens sur le bord là, voilà, c'était, voilà, je te dis, pendant un an, je me suis entraîné en ermite comme ça, en Batman, hein, j'étais dans mon truc, dans l'ombre, et d'un coup je découvrais le monde, quoi. Donc, le choc était d'autant plus spectaculaire, quoi. Et donc je pars sur un marathon, je me souviens très bien, chair de poule. J'avais le premier kilomètre et j'avais regardé mes bras de ça, et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Parce que je croyais que j'avais froid, il faisait super chaud, et en fait j'avais juste la chair de poule parce qu'il y avait le monde, et c'était et moi qui fendais la route, tu vois, et en plus une route que jamais tu peux emprunter, et là tu l'avais pour toi tout seul, quoi. C'était impressionnant. Et donc ça se passe très bien jusqu'au 10e kilomètre où là je me mets à avoir des maux de bite pas possibles, voilà, conséquence du vélo. C'est les glaçons qui remontent. Voilà. C'est ça, conséquence du vélo, puis peut-être de l'effort, honnêtement, et puis peut-être de l'effort auquel mon corps était pas habitué, quoi, parce que j'ai fait quand même, combien j'avais mis? 4h50 sur le vélo. À l'époque, les meilleurs chrono vélo, c'était 4h40, 4h45. Enfin, j'étais je devais être dans le top, moins de top 10 des meilleurs chrono vélo, quoi. Pro compris, quoi. Et donc voilà, ça se passe très mal, très mal. Je me souviens avoir un espèce de blackout, j'ai continué à courir, mais j'ai un blackout, on va dire, du 15e au 30e kilomètre, sûrement, quelque chose comme ça. Je suis passé aux toilettes plusieurs fois, ça je m'en souviens, voilà, au glacé, ne faites pas ça chez vous. et puis je me souviens, oui, avoir eu un truc, alors ça c'est là où on voit que le cerveau, des fois, il peut complètement, enfin je te dis, c'est là, on parle beaucoup de ça, mais c'est impressionnant ce que le cerveau peut faire. Je me souviens avoir eu le sentiment qu'on me poignardait dans la plante du pied. Voilà, mais vraiment une sensation horrible, comme si vraiment on me frappait. C'était pas juste ah oui, je me suis pris une pique ou une pique de cactus. C'était un truc horrible. Donc je m'étais arrêté, j'avais enlevé ma chaussure, enlevé mes chaussettes, et je regarde et il y avait rien, il y avait absolument rien. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Ça y est, tu deviens barge. C'est l'effort te monte à la tête. Et je pense que c'était vraiment ça. L'effort monte à la tête. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un nerf qui déconnait ou c'est le cerveau qui a envoyé des signaux. Voilà, je sais pas. Arrête-toi, tu te fais du mal là. Et voilà, donc ça a fini par passer. Et puis j'ai fini en sprint. Voilà, j'ai fini en sprint et j'ai pleuré. Seule fois de ma vie sur un triathlon où j'ai pleuré, c'était pleurer. Je pleure jamais en général. J'ai pleuré sur la ligne d'arrivée parce que trop plein d'émotions, pas tellement voilà, mais vraiment voilà, c'était vraiment de ma vie, honnêtement. J'avais jamais connu une journée aussi intense. Voilà. Bon tu vas me dire en étant avant dans un boulot de bureau, ingénieur, etc., des petites études bien rangées, ça allait pas donner des trucs trop intenses, mais voilà. Donc là, du coup, voilà. Tu m'étonnes. Déjà, rien que de t'écouter le raconter, ça donne des frissons et ça donnerait presque envie d'y aller. Bon, hein. J'espère que les auditrices et les auditeurs seront motivés, seront inspirés et puis qui s'y mettront aussi. Donc du coup, ça c'est ton premier triathlon. À quel moment tu te dis c'est bon, c'est ma vocation, c'est ce que je veux faire. Le prochain, ce sera compléter les trous. En fait, ça l'était déjà à ce moment-là, j'allais dire, si tu veux, l'Ironman de Nice, bon, je n'avais pas forcément formalisé comme ça dans ma tête, mais c'était pour valider quelque part que c'était mon truc. Et j'ai compris que c'était mon truc, justement. Et après, du coup, l'été, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y a eu après, ce que certains connaissent peut-être, il y a eu pendant, pas le lendemain, mais au bout de 2-3 jours, et pendant peut-être 10-15 jours, peut-être un peu plus, il y a eu une espèce de blues post-Ironman. C'est le blues du marathonien. Ouais, hein, voilà. Et je sais même plus avec qui j'en parlais, mais c'est un peu le postpartum du sportif. Finalement, tu fais
un mois, tu fais 1 an, 9 mois de préparation, t'accouches le jour de ton événement, de ton objectif. En plus, pour toi qui a été relevé, pour ainsi dire, avec la manière, voilà, après, le corps et le cerveau décompensent complètement, et là, tu prends tout dans la tronche. C'est ça, ouais, c'est beaucoup une question, voilà, d'hormones, voilà, d'émotions, du coup, c'est lié aux hormones, mais voilà, d'émotions, voilà, d'ascenseur émotionnel, bam, boum. Et donc voilà, bon, une fois cette période passée, je suis revenu à l'entraînement et puis j'ai fait quelques triathlons l'été. Alors j'avais fait quoi? J'avais fait le triathlon de Marseille à l'époque, donc pas mal, pareil. J'avais fait meilleur temps vélo que certains pros qui étaient là. Et pareil, je crois en course à pied aussi. En natation, c'était toujours moyen. Et puis j'avais fait le triathlon d'Embrun, le court distance, le fameux à l'époque. C'était la semaine fédérale du triathlon à l'époque, c'était trop bien. Il y avait donc sur toute la semaine, il y avait la D1, de duathlon, de triathlon, etc. Enfin, il y avait vraiment des athlètes du monde entier. Tu vois, et pareil, là j'avais découvert, je m'étais dit mais c'est trop bien ce sport, c'est ça que je veux faire quoi. Alors pas du court distance, mais c'est ça que je veux faire. Et pour l'anecdote, donc sur le triathlon d'Embrun, j'avais fait une crise de panique au début en natation. Tu vois, pourtant c'était pas mon premier, là ça devait faire je sais plus combien, 3, 4e de triathlon. Et j'ai fait une crise de panique, c'est-à-dire que vraiment, j'arrivais plus à respirer au bout de 200 mètres dans l'eau. Voilà, pas bien. Je me souviens, je me suis mis sur le dos et il y avait tout le monde qui me passait à côté. Je croyais que j'allais mourir, j'allais dire parce que les autres me nageaient dessus, quoi. Et puis bon, ça a fini par rentrer dans l'ordre au bout de quelques minutes, mais bon, voilà, donc c'est tout ça pour dire, tu vois, c'était pas au premier que ça arrivait. Ça, c'est aussi chez les nageurs, ça peut arriver dès le premier, mais moi, c'est arrivé plus tard. Et pourquoi, je sais toujours pas pourquoi, ce jour-là, plus qu'à l'Ironman de Nice, ça aurait pu arriver à l'Ironman de Nice, bon. Bref, c'est jamais revenu. Et, et donc voilà, donc j'ai fait un peu ça, et en fait, après j'ai fini par gagner, enfin j'avais fait, il y a un week-end, j'ai fait 5e du triathlon des Gorges d'Ardèche, et devant c'était que des pros, c'était Hervé Faure, Sylvain Sudry, double, triple, je sais plus, champion du monde à l'époque, Sylvain Sudry, Gwenaël Louillère, bon, que des références françaises, mais qui cartonnent déjà en France et à l'étranger aussi, quoi. Et donc voilà, donc il y avait ça, et moi j'étais juste derrière, et surtout j'avais fait le meilleur combo vélo-course à pied. Voilà, en natation ça avait été particulièrement mauvais, mais j'avais fait un meilleur combo, et il y avait toujours pareil, et des sensations. Alors c'est évidemment quand tu réussis bien quelque chose, c'est encore plus facile de l'apprécier. Tu vas me dire, mais pas toujours. Moi, je me souviens, par exemple, au lycée, j'avais une matière, comment ça s'appelait, système industriel ou je sais pas quoi. Là. J'étais très bon, mais je détestais ça. Et bon, voilà. Enfin, tout ça pour dire, c'est pas parce que t'es bon que tu aimes quelque chose. Quoi. Et bref, et donc j'ai fait ça. Et 1 semaine après ou 2 semaines après, je fais l'Extrêmeman de Narbonne et je gagne. Donc première victoire dans ma vie. Donc c'était un Alpha Ironman. Et je gagne surtout dans les chronos des vainqueurs des années précédentes. Vainqueurs des années précédentes qui étaient Anthony Coste, Frédéric Van Lierde, qui était champion du monde, qui c'est qu'il y avait Marcel Zamora peut-être, enfin voilà, il y avait un peu des mecs comme ça, qui d'ailleurs venaient faire leur course de test en préparation pour Hawaï, parce qu'elle était 1 mois avant, donc elle était bien placée, tout ça, voilà. Et moi je gagne dans ces chronos-là, elle me dit, bah merde, enfin d'ailleurs c'est ce que l'organisateur me dit à l'arrivée, il me dit, tu sais que tu succèdes à un champion du monde. Je dis, ah bon, je savais pas à l'époque ça. Et bon, c'est cool, voilà, mais je te dis toujours un peu dans mon truc, voilà. Et c'est pour ça que parfois peut-être faut pas trop conscientiser les choses quand on est dans son truc, parce que tu vas voir après ça a mené peut-être à un peu trop réfléchir sur soi-même, tu vois, alors qu'il fallait plus rester dans le ressenti, dans la sensation. Et voilà, et donc c'est à ce moment-là, je te dis c'était que des confirmations, et je me suis dit ok bon 2016 je demande à la Fédé une attestation Elite Pro, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en France en longue distance il n'y a aucun statut, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de rémunération, ça t'ouvre droit à rien, c'est juste un papier qui te dit t'es élite ou t'es pro, voilà. Voilà, c'est juste, c'est pour pouvoir t'inscrire sur ces listes-là, et encore, parfois, il y a des athlètes qui s'inscrivent selon les triathlons, en catégorie élite pro, ils n'ont pas la carte, bon. Enfin, c'est même pas de carte, ils n'ont pas le papier. Voilà, en France, c'est pas très structuré, c'est pas comme en cyclisme où quand t'es élite, pro, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une rémunération derrière, il y a un statut, il y a le chômage, éventuellement, etc.
Et voilà. Tu vois, hier, je parlais avec Thomas Champion pour un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, qui revenait justement sur tout ça et qui essayait de m'expliquer à sa manière qu'est-ce que c'est que d'être cycliste professionnel. Et effectivement, les cyclistes pro, tu as une carte professionnelle, tu es payé par une équipe et tu peux pas aller courir sur n'importe quelle course parce que sinon, ce serait trop facile. Pourtant, on en voit des champions du monde de triathlon venir courir sur les courses au saucisson. Je sais pas ce qu'ils y gagnent, si ce n'est le saucisson, mais c'est con parce que finalement, ça... pour les amateurs que j'allais dire que nous sommes, que je suis, ça, oui, ça nivelle le niveau, ça nivelle vers le haut, mais malheureusement, ça dégoûte aussi un petit peu les amateurs qui viennent et qui se retrouvent confrontés à des super pros qui font que ça toute la journée, quoi. Bon, bref, c'était une petite aparté. Moi, je le perçois différemment. Moi, même en tant qu'amateur, j'aimais bien côtoyer. D'ailleurs, c'est ce que j'apprécie toujours dans ce sport par rapport éventuellement au cyclisme, c'est que tu peux être 3 millième au classement général, faire ton Ironman en 16 heures, et en fait, tu côtoies aussi les meilleurs. Des fois, même à la ligne d'arrivée, ils viennent te féliciter, tout ça, alors que toi, eux, ils ont fini depuis 8 heures. Donc, moi, j'aimais bien ça, parce que en tant qu'amateur, je pense que de toute façon, tu te compares sans trop te comparer. Tu te compares, oui, parce que c'est toujours un étalon par rapport aux meilleurs. Mais tu sais très bien que voilà, t'es pas dans la même catégorie et voilà, moi je suis plus relax avec ça, mais je peux comprendre que certains se disent, parce que moi j'ai eu les deux sons de cloche quand j'étais en Corse, j'ai fait des trails, il y en a que j'ai gagné, hein, les mecs m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire des trails, évidemment tu vas les gagner, t'as pas ta place quoi. Et inversement, par contre, on me disait mais quand tu viens pas, tu peux jamais satisfaire tout le monde, parce que j'ai eu aussi des courses où je suis pas allé. Et on m'a dit, ouais, tu te crois trop bon pour venir sur nos courses, c'est ça? Donc, honnêtement, hein, vu qu'on ouvre le débat là-dessus, je pense que c'est bien quand t'as les deux catégorisations. Quand tu as les deux types de podiums, d'où le triathlon, où souvent tu as les pros qui sont classés avec les pros et tu as les amateurs qui sont classés, amateurs entendons-nous bien, ceux qui ne sont pas pros, qui sont classés en groupe d'âge. Ok, éventuellement, effectivement, ça permet à certains amateurs de se dire, tiens, je vais aller faire le triathlon d'Embrun où il y a un double champion du monde, ça motive. Et le triathlon a ça de sympa, c'est qu'effectivement, tu peux... on est tous mélangés, et donc tu peux côtoyer sur la ligne de départ un champion du monde, un double champion du monde, un triple champion du monde, alors que tu n'es que un amateur ou que un groupe d'âge. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je trouve dommage, c'est justement, c'est que ce soit en course à pied, que ce soit en triathlon, certains pros ou certains très 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 bons amateurs qui viennent sur une course d'un niveau régional, quoi. Évidemment, ils vont tout rafler, mais quel est l'intérêt en fait? Se faire plaisir quand c'est dans ta région et puis ça te fait plaisir d'aller courir avec tes potes, oui, mais après si c'est venir tout rafler et mettre 10 minutes au deuxième, pourquoi? Tu vois, c'est ça ce que je veux dire, parce que ça peut faire le spectacle, ok, ça c'est autre chose, mais toi en tant que pro, qu'est-ce que tu vas y chercher en fait à aller gagner sur une course au saucisson où tu mets 10 minutes, un quart d'heure au deuxième, tu vois? On peut débattre là-dessus si tu veux. Non, pas spécialement. Je respecte complètement ton point de vue. Je comprends qu'on puisse penser comme ça. Moi, je te dis, c'est juste que, en fait, je m'en fous. Je suis assez relax avec ça. Et j'essaie de m'imaginer dans la situation d'un amateur, même si j'étais, tu vois, très très loin au classement. Je pense que je m'en ficherais, mais voilà, c'est que moi, chacun a son rapport par rapport à la compétition. Mais parce que je te dis, tu vois, pour le coup, je suis dans la compétition sans trop l'être maintenant. Voilà. Donc peu l'être. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'est-ce qu'un pro à venir chercher sur une course où il va mettre un quart d'heure au deuxième? A priori, pas grand-chose, à moins qu'il y ait des primes, il y a des primes d'engagement. Tu sais que parfois, pour connaître maintenant le milieu pro, l'avoir vu sur moi-même, le milieu pro, en tout cas, le milieu, on va dire, le modèle économique, si on peut parler de modèle économique, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais le modèle économique qu'il y aurait dans le triathlon, parfois, ça peut valoir plus le coup d'aller sur une course où l'organisateur il va dire tiens, je te file 500 ou 1000 balles de prime d'engagement pour participer, et puis toi tu fais un peu de com sur l'autre course, comme ça va faire monter le nombre d'engagés, et puis du coup ça nous fait un peu de recettes pour l'asso, voire pour l'entreprise si c'est carrément une société privée, et par rapport à aller faire une course où il va y avoir beaucoup de pros, où aujourd'hui, ça c'est vraiment un gros problème, et bon, visiblement, tout le monde s'en fout, mais moi ça me gonfle, c'est-à-dire qu'avant, les classements, ils payaient, les primes payaient très profond dans le classement, enfin très profond. L'Ambrunman, par exemple, c'est jusqu'au 20e. Aujourd'hui, c'est jusqu'au 7e ou 6e, je crois, par exemple.
On voit des Alpes, c'est jusqu'au 5e. Tu vois, tu prends l'Ironman, le 73 d'Aix-en-Provence, qui est une course avec un niveau incroyable en Europe. Enfin, je veux dire, vaut mieux aller faire un 73 aux États-Unis, il y a carrément moins de niveau. Et tu prends le 73 d'Aix-en-Provence, ça paye jusqu'au 5e. Le 5e, il a combien? Je crois que c'est $500 ou un truc comme ça. Enfin, c'est rien du tout. Et par contre, je veux dire, il y a un niveau, le 20e, il est encore stratosphérique, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà, éventuellement, ce que le pro peut y gagner, peut-être un peu de notoriété en disant, voilà, j'ai gagné telle course. Après, parce que c'est vrai que c'est facile de mettre de la poudre aux yeux aussi aux gens quand ils connaissent pas trop. Tu vois, là, dimanche, j'ai gagné un 10 km. Samedi. Mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment de niveau, donc voilà. Et du coup, tu vois, j'ai gagné un 10 km, les gens, ah voilà, il a gagné. Mais voilà. Et inversement, tu vas faire 28e d'une course où il y a un niveau incroyable, tout le monde s'en fout. Donc voilà, éventuellement, voilà. Je défends pas forcément les pros qui vont faire ça, mais c'est pour expliquer. Et peut-être que tu as un autre point de vue, enfin un autre point de vue, notre aspect là-dessus. Non, mais j'entends aussi tes arguments et, en toute bienveillance. Tu vois, je te dis, je suis d'accord pour qu'un pro vienne parce qu'il est invité, parce qu'il a une prime d'engagement, ou même que parfois t'ailles faire le pacer, le lièvre sur certaines courses à pied. Combien de gens je connais, même dans ma famille, qui vont juste pour faire le lièvre. Donc tu vas sur un marathon, puis au 25e, puis tu décroches. Mais t'as pris 1000 balles. Et effectivement, il vaut mieux prendre 1000 balles à faire le pacer que d'aller jouer la gagne où t'es même pas sûr de gagner. Et puis finalement, les primes de course, ça te descend jusqu'au 5e. Tu fais 6, t'as rien. C'est peut-être mieux d'aller sur une course où tu vas pas faire une perf, mais tu vas faire le pacer pour quelqu'un. Voilà. Et pareil, les primes d'engagement. Mais tu vois, sur les courses qui vont te payer des primes d'engagement, on n'est pas sur la bonne vieille course de campagne, la course au saucisson, que je respecte tout à fait. Mais voilà, autant laisser les amateurs de niveau régional aller s'éclater, faire une course, gagner une course. Comme tu dis, c'est une petite course régionale qui est pas très connue, mais au moins t'as ça, tu gagnes, voilà, c'est cool, t'es dans l'ambiance, tu fais un podium. Alors que si t'as un mec qui est ou une fille qui est stratosphérique et qui vient de faire un podium et mettre 10-15 minutes derrière. Bon bref, voilà, fermons le sujet. C'est intéressant parce que je sais que c'est des choses qui, dans le monde amateur, ça peut remuer. Et ben, je l'ai vu, je te dis, à mon humble niveau, je l'ai vu partout où je suis allé quasiment. Voilà. Que ce soit des courses que je faisais ou d'autres que je faisais pas. Voilà, où on me disait. Donc voilà. Ouais. Et tu vois, et ça rejoint un petit peu, tu me parles de financier, mais de qu'est-ce que c'est être professionnel, qu'est-ce que c'est être professionnel. Moi, j'avais regardé la définition à l'époque quand j'ai commencé Triathlon parce que c'est marrant, c'est des questions qui reviennent toujours et qui animent, tu vois, 10 ans après, ça anime toujours les gens. Ça, c'est professionnel avant tout. Tu regardes la définition dans le dictionnaire, c'est une attitude. C'est ça être professionnel. C'est avoir une attitude professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est être professionnel en triathlon? Ça veut dire quoi? C'est tu vas t'entraîner correctement, peut-être tu vas manger correctement, ça. Voilà, tu vas faire un peu le job, peut-être niveau médiatique, tu vois. C'est, voilà, attitude professionnelle. Professionnel, ça implique pas nécessairement, après ça va être ça la deuxième définition, c'est aussi dans le dictionnaire, éventuellement une rémunération. Mais c'est pas une rémunération qui est ta rémunération principale. C'est pas nécessairement, je veux dire, ta rémunération principale. Donc, c'est pour ça, en triathlon, honnêtement, ça ne veut rien dire, ce truc. C'est pour ça, moi, je me définis plutôt, enfin, je mets pro parce que des fois c'est pour faire vite, mais je dis plutôt haut niveau. Si on doit classer, tu vois, mais est-ce que c'est haut niveau, très haut niveau? Moi, niveau moins, tu vois, on sait pas trop. À la rigueur, il faudrait faire peut-être un indice comme le PTO, essaie de le faire, mais avec que quelques courses, et en plus, il prend des courses, j'allais dire, il pourrait prendre les entraînements, ou les performances, la PMA, tu vois, il pourrait prendre des trucs comme ça, mais il essaie de le faire en classant les gens, mais oui, c'est, voilà, bon. Qu'est-ce qu'on entend par professionnel? Moi, dans l'esprit des gens, j'ai un bon niveau, je suis à haut niveau. Voilà, on l'a confirmé déjà avec ce premier triathlon, ce premier Ironman de Nice, qui pour toi a ouvert, alors je dirais pas la boîte de Pandore, mais qui t'a ouvert les yeux et qui t'a confirmé, c'était le premier milestone, la première confirmation que c'était une vie dans laquelle tu voulais t'orienter. Donc depuis 2015, tu gravites autour de ça, tu n'as pas arrêté, tu pratiques le triathlon. Pas que, le trail aussi. Tu en fais ton métier aussi parce que t'es coach, t'es consultant. Peut-être que tu peux définir un peu ce que c'est être coach, être consultant, en plus d'être triathlète professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu vois, tu parlais de Nolio, j'utilise Nolio d'ailleurs, qui est une super plateforme française. Rendons-leur hommage. Non, parce que c'est bien foutu. C'est vrai qu'elle est... Ouais, puis on salue Alexandre et François. Exactement. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais si c'est le cas, salut les gars. Salut. Et qui sont très très dispo. Et donc ça consiste. Alors moi je fais en ligne principalement. J'ai encadré quelques stages, mais principalement ça en ligne. Ça consiste à comment dire,
aiguiller, on va dire conseiller, être parfois un peu on va dire l'autre confident, pas forcément tu vois le mari ou la femme, mais l'autre confident, parce que en tout cas c'est beaucoup comme ça que je vois le coaching, c'est-à-dire j'essaie d'avoir la vision la plus globale possible, holistique on pourrait dire, mais voilà, la plus globale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la charge d'entraînement sans ta charge de travail à côté, sans tes problèmes à droite à gauche, tu vois, là j'ai encore l'exemple avec des athlètes, là, cet hiver c'est incroyable, tout le monde a été malade, et tout le monde continue à être malade, à re-être malade, enfin tout le monde, il y en a beaucoup, et pour diverses raisons, et parfois des raisons psychologiques, et là, bon, actuellement ce que j'ai vécu moi de manière personnelle, ça m'aide à les orienter là-dessus, à les conseiller, mais voilà, donc on va dire je fais du coaching, donc one-to-one, personnalisé, plutôt, on pourrait dire, haut de gamme dans le sens au service qu'ils ont. Voilà, je suis très dispo, j'essaie de vraiment d'être, je te dis, je suis un deuxième confident, si on va dire, un confident, voilà, vraiment un confident sportif. Mais voilà, et puis voilà, puis il y a les séances effectivement qui sont structurées, voilà. Et donc on essaie vraiment alors c'est pour tous les niveaux, en sachant que voilà, j'ai des niveaux qui sont très bons niveaux amateurs, et j'en ai qui sont totalement modestes, voilà, c'est-à-dire la plupart des athlètes qui ont un boulot à côté, souvent des boulots qui sont très prenants, donc ils ont besoin de déléguer, et voilà. Et moi j'essaie d'être, malgré le fait qu'ils n'ont pas toujours beaucoup de temps disponible, j'essaie quand même de passer du temps dans la pédagogie, donc souvent ça va être parfois par des messages écrits, parce qu'ils n'ont pas forcément alors on va pas s'appeler tous les jours, quoi. Mais dans la pédagogie pour qu'ils comprennent, parce que moi je l'ai vu, puis en général ces profils ils sont souvent comme ça, pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, parce que en général, je dis bien en général, mais et en particulier chez certains profils comme moi par exemple, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu les fais d'autant mieux en fait. Déjà tu les fais avec d'autant plus d'envie, et tu les réalises encore mieux, tu fais le bon geste ou la bonne séance, où tu vas vraiment te pousser. Voilà. Ce qui n'est pas encore une fois tout le monde le cas de tout le monde. On a l'exemple type, c'est le militaire, tu lui dis quoi faire et puis il le fait et il se tait, c'est tout, et il sait pas pourquoi éventuellement, mais voilà. Bon, on embrasse quand même tous les triathlètes qui sont militaires, qui parfois aiment aussi comprendre ce qu'ils font. Non, je dis pas le contraire. Je dis qu'il y a des profils, parce que j'en ai déjà eu et j'en ai un comme ça. Il fait les choses et il veut pas forcer, enfin il attend pas plus de compréhension que ça, et ça lui va très bien. Et au contraire, ça pourrait le saouler mes explications, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut trouver. Donc j'essaie d'être, et c'est en ça que je te dis, je suis pédagogue aussi. J'essaie d'expliquer, mais j'essaie aussi de sentir la personne. Et si la personne, elle est pas dans le trip, on fait différemment. Voilà. L'an dernier, j'ai eu une triathlète, on va dire avec un profil très particulier, HPI, pour le coup vrai HPI. Et limite, tu vois, on parlait d'autisme, mais limite spectre autistique, là, pour le coup. Et on a fonctionné différemment, voilà. Justement, elle m'a dit, ah, ça te dérange pas? Elle m'a dit, parce qu'avant, j'avais des coachs, ils arrivaient pas à fonctionner, enfin, ils avaient une méthode, et puis je me pliais à leur méthode. Je lui dis, ben non, le principe, c'est moi, je me plie à toi, voilà. Et tu vois, et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie, pour l'instant, en triathlon. Quand je te disais, j'ai lu des méthodes, j'en ai appliqué d'autres, etc. Bon, voilà. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu ça, c'est sur la partie coach. Sur la partie consultant, ça veut dire quoi? De temps en temps, tu prends le micro et puis tu parles du triathlon, tu commandes des courses, c'est quoi? Non, c'est parfois on me contacte juste pour me dire tiens Romain, cette saison, je sais pas trop comment, tu vois, aiguiller ma saison, quelle course faire, etc. dans les grandes lignes. Voilà, ça va être, on va dire c'est du coaching très ponctuel. Voilà, c'est pas de l'accompagnement à l'année. Ça va être ça. Et après, non, consultant, non. Après, j'allais dire, j'ai une passion. Oui, je commente éventuellement ce qui se passe, mais ça, c'est pas, ça donne droit à rien. Et non, c'est ça. Voilà, on va dire, c'est le coaching ponctuel en tant que consultant. Voilà. Par contre, oui, il y a des choses que j'aimerais bien faire. J'avais proposé à l'époque au triathlon de l'Alpe d'Huez de commenter la course en direct. Bon, finalement, j'ai vu qu'ils ont pris des professionnels déjà installés dans le métier, tu vois. Mais des trucs comme ça, commenter des courses, tout ça,
Ça me dirait bien. Ça m'amuserait. Après, je sais pas si je serais très politiquement correct, mais ça m'amuserait. Bah, je note. Tu nous as dit justement qu'en 2019, tu as fait un burn-out. Est-ce que c'était que un burn-out sportif? C'était un burn-out global? Et puis après, peut-être tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là? C'était essentiellement lié au sport, mais en fait, comme le sport devenait ma vie, ou l'est devenu, on va dire, pour dire, c'est un peu global. Alors, comment ça arrivé? C'est essentiellement, je vais nuancer. C'est beaucoup de facteurs extrinsèques, donc extérieurs. Ça va être, en fait, si tu veux, moi, je t'ai dit au début, j'avais la flamme, j'étais illuminé, etc. Et petit à petit, qu'est-ce qui fait qu'un bateau coule pas? C'est que l'eau rentre pas à l'intérieur. Et moi, je me suis laissé pénétrer par l'eau qui avait tout autour. Et l'eau qui avait tout autour, c'était les voix, les voix de certaines personnes qui vont te dire. Ah oui, mais dès le début, tu vois, même quand j'étais déjà fort, entre guillemets, dès la première année, on me disait, ah ben tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et moi, je suis assez sensible à ce que me disent les gens, donc j'écoute. Et parfois, j'écoute un peu trop, tu vois. Vraiment, je me dis, ça se met à tergiverser dans ma tête, à dire, ah ouais, tac, tac. Et finalement, des fois, j'en viens à faire des choses qui étaient moins bien que celles que je faisais naturellement ou avant, pas naturellement forcément, mais celles que je faisais parce que quelqu'un d'autre me l'a dit, tu vois. Je me laissais non, c'est beaucoup moins le cas malheureusement, heureusement, je me laissais beaucoup influencer par les autres, et donc voilà, donc j'ai écouté pas mal de choses. Et puis après, des choses un peu plus négatives, par contre, des choses où on te dit ouais, t'as pas ta place, tout ça. Je me souviens très bien d'un podium que j'ai fait. Je dirais pas lequel parce qu'après ça va influencer, enfin les gens vont retrouver qui sait, mais un des podiums que j'ai fait au bout de, ça faisait quoi, c'était 2015 ou 2016, mais bon, je monte sur le podium et donc j'étais troisième et les deux à côté de moi, ils étaient très établis dans le milieu, confirmés on va dire, et ils m'ont regardé mais avec des yeux un peu dédaigneux et puis un peu surpris, quoi, se dire mais qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il fait là, etc. J'étais le seul, j'avais pas de sponsor, j'avais une tenue, j'avais une trifonction Zoot là, normale, voilà, sans rien, et eux ils étaient bardés de sponsors partout. Et donc ils avaient regardé ça, et puis après je les avais entendus là, ils disaient mais qui c'est ce mec, c'est pas normal, tout ça, voilà. Et bon voilà, donc tu vois des petits trucs, j'ai eu le malheur d'entendre, tu vois, des choses comme ça, et moi ça m'a, je te dis que j'étais tellement dans un truc de, voilà, on pourrait dire de bonnes vibes positives, et je me dis, ah mais merde, le triathlon c'est aussi ça. J'étais vraiment naïf, hein. Non mais vraiment naïf. C'est humain, tu sais, le triathlon. Tu vois, c'est comme le gamin qui rentre en entreprise et voilà, qui s'attend à plein de choses, et en fait il se fait assassiner de partout, quoi. Ouais, mais voilà, donc on va dire j'étais naïf, donc c'est pour ça que je te dis, c'est des choses extrinsèques, mais c'est aussi ma faute dans le sens où j'étais trop tendre, quoi. J'étais pas prêt pour ce milieu-là, ce monde-là, et c'est, tu vois, et c'est bien de s'entraîner en Batman pendant 1 an, mais du coup, l'aspect négatif, c'est que t'es pas exposé, voilà, aux pathogènes, j'allais dire, tu vois, c'est un peu comme avec des virus, quoi, t'es pas exposé au danger, ça. Donc voilà, donc il y a eu un peu ça, beaucoup même, et des choses qui ont fini par revenir, taper. Je me souviens, il y avait une altercation sur les réseaux, j'avais rien demandé avec un autre athlète qui était venu littéralement me chier dessus, je vois pas d'autre mot, en public, et je le connaissais même pas en plus, mais lui était connu à l'époque, et etc. Et ça m'avait, en plus il avait de l'influence, tout ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il me veut? Et en plus c'était un truc ça n'a rien à voir, quoi. J'avais posté une photo de chaussures qui étaient usées, et j'avais dit voilà la réalité de pro entre guillemets, j'ai dit voilà, mais ça on le connaît, il y a plein de reportages sur ça, il y a un reportage très bien d'Envoyé spécial, je crois, sur les athlètes qui ont participé au JO 2016 à Rio, où en fait 1 sur 2 est sous le seuil de pauvreté. Voilà. Les athlètes français, français, ce serait aux États-Unis. Voilà. Écoute, moi je te renvoie vers mon deuxième podcast qui s'appelle Dans les vestiaires. Mon objectif, c'est d'aider les sportives et les sportifs de haut niveau à atteindre leurs objectifs, mais pas sur l'aspect entraînement. Ça, vous le faites très bien, vous n'avez pas besoin de moi. Mais c'est savoir comment ça se passe derrière, dans les vestiaires. Comment est-ce qu'on finance une carrière de sportif professionnel? Et je pourrais dire encore plus dans le triathlon et dans le triathlon longue distance, parce que en gros, dans le triathlon, si t'es pas l'un des top 5 français,
donc mondiaux en triathlon distance olympique, et que tu vas pas au JO, en fait, tu es complètement dans la marge et tu dois te débrouiller tout seul pour vivre de ton sport et par ton sport. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc tu disais, voilà la réalité d'un sportif pro. Quoi. Ouais, Tu as posté ces photos de chaussures défoncées et en gros, tu les uses jusqu'à la moelle parce que t'as pas les moyens de te payer une autre paire de pompes. Exactement, jusqu'à la moelle, c'était le cas de le dire. Et donc j'avais fait un semi-marathon avec, et dans un temps en plus pas terrible, mais c'était pour dire, voilà, avec des belles chaussures, il n'y avait pas le carbone encore à ce moment-là, mais ça aurait été mieux, quoi. Bon, bref, donc, et voilà. Donc après, chacun, si tu veux, je comprends, avec le recul maintenant, je comprends le point de vue de cet athlète qui était venu me déféquer dessus. Ça peut, je comprends, je dis, je suis tolérant maintenant, paix et amour. mais ouais, non, mais c'est-à-dire, voilà, je vois comment il en est arrivé à cette réflexion. Moi, j'ai d'autres idéaux, si tu veux. Je me souviens, pareil, j'avais posté une vidéo de Marion Rousse, je crois que c'était elle, qui, en fait, elle expliquait que ça y est, c'était en 2019 aussi, hein, que les athlètes féminines pro, les cyclistes pro féminines, elles avaient réussi à faire un espèce de syndicat et elles avaient obtenu des droits au chômage aussi, des trucs qu'elles n'avaient pas avant. Voilà. Et moi, je connais très bien l'histoire du sport. Pour ceux qui connaissent pas, je les invite à lire Le sport et ses valeurs sous la direction de Michael Attali et avec 2 autres universitaires. C'est un excellent livre, mais vraiment, Le sport et ses valeurs, hein, vous aurez tout dedans. Enfin, tout. Voilà, ça remet beaucoup de choses en place. C'est un livre qui doit avoir 15 ans, en tout cas quelque chose comme ça. Et bon bref, et donc si tu veux, comment le sport s'est professionnalisé, c'est justement grâce à alors je crois que le premier sport c'était la boxe, c'était grâce à des gens qui se sont un peu entraidés, ligués, on va dire, syndiqués, j'aime pas forcément le mot parce que il y a des connotations derrière qui sont pas forcément fédérés. Mais on va dire voilà qui se sont, tu vois, tu me parles d'aider sportifs, ça. Voilà, en tout cas qui se sont un peu unis, qui se sont dit bon écoutez, nous on aimerait aussi essayer d'avoir un peu des droits, de progresser à ce niveau-là. Voilà, on dit pas que on le mérite absolument, on va essayer quoi. Tac. Bon voilà. Et donc dans le cyclisme féminin, j'en réussis. Et moi je m'étais ça serait super que dans le triathlon on fasse pareil. Et tu vois, j'avais eu quelques commentaires de rageux, c'est pas le mot rageux, mais des gens qui ont une autre vision des choses, qui disent ouais, il m'avait dit non mais tu rêves. Alors voilà, tu rêves. Alors ça je l'entends depuis que j'ai commencé le triathlon, c'est tu rêves. J'ai bien fait de rêver parce que là où j'en suis aujourd'hui, je suis bien content parce qu'en attendant ces gens-là, ils m'ont dit tu rêves, où ils en sont aujourd'hui, peut-être dans la même situation qu'avant, qui leur plaisait peut-être pas forcément. Donc, voilà. Et encore une fois, je leur en veux pas parce que c'est sûrement ils répercutent sur d'autres leur mal-être interne mais on a tous nos merdes à gérer. L'important, c'est de pas trop. On a tous nos tartines de merde, comme dit l'ami Bertrand Soulier. On a tous sa tartine de merde. Il suffit juste. Non, mais voilà, on a tous nos tartines de merde. L'important, c'est de pas les foutre dans la gueule des autres, quoi, ou le minimum possible. D'essayer de soi-même de remuer sa merde, d'essayer d'éclaircir les choses. Voilà. Et moi, toute ma vie, j'ai essayé de faire ça. Et c'est pour ça que quand d'autres viennent m'étaler leur merde dans la gueule, je comprends pas trop, quoi. Et bon, bref, je comprends maintenant, mais à l'époque, je comprenais pas trop. Et donc, qu'est-ce que je te disais que oui, donc voilà, donc j'avais eu ces commentaires, mais tu rêves, et puis d'autres qui disaient non, mais attends, mais tu te prends pour qui voilà, c'est bon, le triathlon, ça reste comme ça. D'accord, ok, super. Et mais voilà, donc je sais plus pourquoi je te disais ça. Au final, au final, le PTO l'a fait. Hein, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, de fédérer, d'organiser justement la professionnalisation. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais de manière, oui, voilà, ça y est, c'est aussi, ça revient à ça. Tu parlais du top 5 français, top 5 mondial. T'as raison, c'est pareil. Cocorico. Et donc, mais oui, le problème, c'est qu'en fait, non. Si tu discutes avec des athlètes ou même des gens qui connaissent un peu l'histoire du triathlon, dans les années 80-90, en particulier 90, tu faisais, moi honnêtement, dans les années 90, si j'avais fait du sport dans les années 90, je me serais dégagé plusieurs fois le SMIC en revenu mensuel. Je connais un athlète qui faisait des courses, il était bon amateur, mais pas voilà, rien de foufou. Il gagnait le SMIC tous les mois parce qu'en fait, tous les week-ends, tu avais des courses à droite à gauche, des petits contrôles à montre, des petits tours, des triathlons, et à chaque fois, il y avait des primes. Et comme je te dis, ça payait loin. Le modèle économique n'était carrément pas le même. Et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est à l'image c'est pour ça, tu liras, si tu lis, ou les auditeurs lisent Le sport et ses valeurs, c'est à l'image du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que
le phénomène alors le ruissellement, n'y comptons pas, ça n'existe plus, mais et encore moins l'ascenseur social. Et le PTO, pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de favoriser des très gros athlètes, de leur donner toujours plus d'argent. Et si tu veux, ça fait ce qui se passe un peu au niveau social en général. C'est-à-dire que voilà, l'ascenseur social n'existe plus vraiment. À l'époque, quand les primes payaient très loin, tu vois, et que le matériel coûtait pas super cher, etc. Tu pouvais petit à petit augmenter un peu ton pactole. Tu faisais 15e à une course, tu pouvais investir cet argent pour acheter 2-3 bricoles, faire une autre course, etc. Tu vois, et monter les échelles petit à petit. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, à moins que tu aies, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, tu as une famille qui a de l'argent de base, ou tu as eu de la chance, etc., un bon encadrement. Mais en faisant comme je fais actuellement, tu peux pas. Enfin, voilà. Celui qui se lance aujourd'hui comme je me suis lancé, je pense que c'est quasiment mission impossible, quoi. Disons que maintenant c'est comme ça dans le triathlon, comme ça l'a souvent été, comme ça l'a été plutôt dans le cyclisme ou d'autres sports, dans le tennis. On a été relativement épargné pendant quelques années. Maintenant, ça arrive dans le triathlon. Et puis, le prochain sport, ce sera, je sais pas, le curling. Oui. Alors, après, j'y vois pas que du mal parce que, au plus, finalement, le triathlon est médiatisé, etc., au plus, ça peut ouvrir d'autres portes. Tu vois, moi, je te parlais du coaching, mais mine de rien, celui qui était coach dans les années 90, peut-être qu'il n'arrivait pas à trouver des clients, quoi, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui participait. Donc, bon, voilà. Donc, mais moi, ce qui me reste comme sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est je le vois de mes yeux, c'est qu'il y en a qui accumulent beaucoup, et il y en a qui n'ont rien, et l'écart se creuse, voilà. L'écart se creuse, et honnêtement, on voit bien qu'il y a une dynamique dans ce sens, quand je vois qu'Ironman remonte ses primes de plus en plus, donne de plus en plus de primes, etc., voilà, c'est, de plus en plus de primes au premier, et voilà. Et que ça descend pas loin dans le classement. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, et voilà, c'est aussi pour ça que j'essaie de me battre avec mon autre podcast et puis celui-ci aussi parce qu'on en parle, parce que c'est l'objectif de devenir triathlète, c'est d'inciter les gens à se mettre au triathlon, mais aussi à comprendre comment ça fonctionne, quels sont les rouages, et éviter de faire du all-in, de tout mettre, de mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis au final un an après de se dire c'est juste pas possible, on peut pas en vivre. Ouais, mais peut-être que. Alors après je comprends, si tu veux, je peux comprendre le point de vue de certains qui se disent. Parce que c'est aussi ce que je me dis parfois, c'est-à-dire, calmons-nous, ça reste que du sport. Voilà, parce que c'est aussi, tu vois, ce qu'on m'a reproché à une époque, et ce qu'on peut encore me reprocher à moi ou à d'autres, c'est de dire, oui, mais pour qui il se prend? Voilà, ça va, est-ce que tu penses que tu as un métier essentiel? Donc, voilà, pour moi, ça reste ouvert, cette question, moi-même je prends de la distance, je me dis quand même voilà, je suis pas en train je veux pas des vies tous les jours, je construis pas des maisons, voilà, je sais que j'ai de l'influence, mine de rien pour moi, et c'est pour ça que ces gens-là quand même devraient réfléchir différemment, c'est-à-dire que oui, en théorie c'est pas un truc voilà, calmons-nous, est-ce qu'on doit, c'est souvent je me pose la question, est-ce qu'on devrait payer pour faire du sport? C'est philosophique, mais je me dis attention, on est au 21e siècle, 3e millénaire, on est dans des pays très développés, faut se le dire, et on a créé d'autres besoins, on va dire, on n'est plus à l'époque, voilà, c'est médiéval. Et surtout, on a créé des problèmes, là pour le coup, sociétaux plutôt, qui sont par exemple l'obésité, le diabète, l'hypertension, etc., toutes les maladies de sédentarité, etc. Et moi, je me dis que mine de rien, parce que j'ai les retours, j'ai des gens qui m'envoient des messages spontanément et ça me fait vraiment plaisir, qui me disent merci pour ce que tu fais, ou merci pour l'inspiration, merci pour l'exemple, machin. Voilà. Et je me dis que mine de rien, on est un peu un pansement, quelque part, je me vois de temps en temps comme ça, une espèce de pansement sur tous ces mots modernes qui devraient pas exister, effectivement, si on en était tous restés à travailler dans des champs, peut-être. Mais voilà, en même temps, voilà, l'époque est comme elle est, donc est-ce qu'on doit refaire le monde à chaque fois pour ça, voilà. Je laisse ouvert ces questions. C'est une question assez philosophique. Après, tu dis on sauve pas des vies. Oui et non. Il y a des gens qui ont jamais fait de sport de leur vie et puis parce que ils écoutent un podcast ou parce que ils te découvrent au détour d'un scroll sur les réseaux sociaux, sont inspirés et puis ils se mettent à faire du sport et ça peut être sauver des vies, justement, des gens qui étaient complètement sédentaires. Enfin, bref, c'est un sujet philosophique et sans fin, je pense. Sauver ou améliorer, je veux bien le croire, ça. Voilà. Comme on parlait d'illumination, c'est vrai, ça a donné du sens à leur vie, et si c'est ça,
top, quoi. Voilà, si c'est ça, ouais, belle reconnaissance. Du coup, ton burn-out, il est arrivé, là on a parlé un petit peu des causes. Comment tu l'as identifié vraiment comment est-ce que tu as mis un mot, un nom dessus et comment tu l'as traité? Alors, c'est pas moi qui l'ai identifié. Tu vois, quand on manque, éventuellement, tu vois, on a beau parfois bien conscientiser les choses, être, voilà. Non, là, pour le coup, c'est pas moi, c'est un médecin du sport, le médecin de l'équipe de FDJ d'ailleurs, que j'étais allé voir à l'époque, Yann Mosler, qui m'a dit, ah, burn-out. Parce que voilà, il a l'habitude des sportifs, en particulier de haut niveau. Et, et en fait, parce que pourquoi il dit ça, il a pas dit comme ça, mais parce qu'en fait, tout 2019, donc j'étais dans une forme très très bonne, vraiment, enfin la meilleure de ma vie, enfin c'est le but d'ailleurs pour l'instant, j'espère que jusqu'à 40-45 ans, chaque année, ça va être toujours mieux. C'est pour l'instant l'objectif. Et en fait, l'idée, c'est, donc j'étais très fort, et je me suis blessé toute la saison, de partout. J'avais des trucs improbables que j'avais jamais eu, pas dans tendinite, parce qu'on dit plus ça, tendinopathie. Des tendinopathies à droite, à gauche, mais des trucs, un tennis elbow, le fameux truc du joueur de tennis, mais moi je fais pas de tennis, je nageais, mais bon, rien à voir. Enfin, voilà. Et bon, des douleurs de partout, tout ça. Et j'ai abandonné plein de courses. Voilà. Et tu vois, et pareil, et après quand t'es sensible à plein de choses, en plus on me l'a reproché, ça aussi, on dit, enfin, certains, hein, voilà, certains sont la plupart sont combat, mais tu vois, moi, je m'attache beaucoup, enfin, je m'attachais, plus maintenant, mais je m'attachais beaucoup aux points négatifs, tu vois, il peut y avoir 99 personnes qui disaient, c'est pas grave et tout, on est avec toi, t'en as un qui dit, voilà, moi ça me fracassait. Et plus maintenant. Mais ça, c'est des trucs, c'est lié à notre instinct. On essaie de voir le mal, le danger, c'est ce qui est le plus important, voilà, instinctivement. Mais bon, après, le danger, est-ce que c'est un commentaire sur les réseaux? Ben non, c'est un ours qui t'attaque, mais pas ça. Mais voilà, c'est dérivé de l'instinct. C'est comme le stress au quotidien, c'est dérivé de l'instinct. Et donc j'avais des blessures partout, j'avais abandonné des courses, mais où j'étais super bien placé en plus. L'Ironman de Lanzarote, il y avait un gros niveau, j'étais 8e au début de la course à pied. Et je remontais, j'avais commencé un peu à remonter, et je me dis putain c'est incroyable, et je commençais à jouer là pour le coup avec la crème du niveau mondial à l'époque, en plus il y avait un super niveau à ce moment-là, et je me disais je passe les étapes, tout ça, et blessé, et donc et je commençais à en avoir vraiment marre, et commençais à dégoûter du sport pour le coup, là, mes entraînements, je veux dire il devait y avoir au moins un entraînement sur deux qui me dégoûtait, qui me gonflait, où j'avais pas envie d'y aller. Les symptômes, c'était, par exemple, je faisais la sieste de temps en temps. Donc la sieste, je me levais de la sieste, j'avais pas envie. Pourtant, la sieste, bon, tu devrais être reposé, tout ça, et j'avais pas envie d'aller m'entraîner. J'avais mal à la tête souvent, j'étais fatigué. Puis dans l'ensemble, j'étais pas heureux, quoi. Ça, on peut le dire. Hein, voilà. Puis j'avais des bonnes sautes d'humeur aussi. Ça, c'est classique. Voilà. Et voilà. Et donc je fais les championnats de France de triathlon en fin août 2019. Et là. Catastrophe absolue, pas envie de me rentrer dedans, mais j'ai jamais fait une course où j'avais si peu d'envie, c'était incroyable, enfin là c'est même pas d'envie, c'était de la désenvie quoi. Et donc voilà, donc je finis dégoûté à l'arrivée, et donc je vais voir ce médecin du sport, tout ça, et qui me dit burn-out sportif, avec tous les symptômes que j'avais, tout ça, et il me dit on va quand même voir au niveau physiologique, c'est-à-dire au niveau de mes paramètres sanguins, ce qui se passe, voilà. Et ça va pas louper, mais après c'est tout influence tout, mais j'avais des carences en oméga 3 et surtout le rapport oméga 3 oméga 6 qui est hyper important. Carences en oméga 3, en vitamine B9, B12, je mangeais pas assez de viande a priori, ou je l'assimilais pas bien. Et puis d'autres carences de droite et de gauche dans les minéraux. Mais ça, tu sais, c'est aussi quand on sait tout ce que peut faire le cerveau. Si le cerveau fait en sorte de plus assimiler, quelque part, tu l'assimiles plus, voilà. Mais j'avais aussi des carences qui étaient de l'ordre de l'alimentation, qui était pas assez riche et pas assez consistante, voilà. C'était pas une question d'équilibre, mais elle était trop faible, sûrement, par rapport à ce que je faisais. Et voilà, et donc, bon, quand j'ai su ça, je me suis dit, ça confirme, enfin, ça explique au moins ce qui se passe. Et un facteur interne qui a amené à ça, je te disais, la plupart c'est de l'extrinsèque, mais le facteur interne, à mon sens, c'est que, je te disais, cette histoire d'illumination au début, en 2014, 2015, etc., je me suis mis à peut-être un peu trop la conscientiser, et du coup à être moins naïf. Et quelque part, c'est bête à dire, mais parfois c'est bien d'être un imbécile heureux, tu vois, fameuse expression, mais c'est bien pour soi en tout cas.
Et faut trouver la juste distance. Et moi, je m'étais mis un peu trop à intellectualiser les choses et tout, et j'en avais perdu un peu la magie de ce qu'était le triathlon. Je pense que comme je t'ai raconté l'Ironman de Nice en 2015, c'était vraiment, on était sur de la magie, y compris le coup de poignard dans le pied là, mais c'était tout était magie. Et voilà, j'avais complètement perdu ce truc-là, complètement, quasiment en totalité. Et bon voilà, donc ça c'est le facteur interne. Et bon après qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'automne 2019, j'ai arrêté. J'ai fait 6 semaines d'arrêt, je crois, du sport. Ça c'est sur Strava, c'est le seul moment de ma vie où je me suis arrêté. Donc j'ai fait, arrêté aussi longtemps, sans sport, sans rien, à rester dans mon appart tout seul à déprimer, à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Et honnêtement, c'était pas une super période parce que je m'étais dit bon, j'ai quitté mon boulot, mais j'aimais pas ce que je faisais. J'aimais pas de la manière dont c'était fait, parce que c'est-à-dire en fait, ce que je faisais, c'était on va dire, j'étais chargé de développer l'économie de la Corse, pour être très simple, et notamment à travers les zones d'activité, aussi en étudiant les loyers. L'idée c'était d'améliorer le pouvoir d'achat un peu de tout le monde. On va dire, voilà, je faisais de la macroéconomie. Mais très mathématique quand même, voilà. Et voilà, donc je faisais ça, et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que mes rapports finissaient soit à la poubelle, un classement vertical, voilà, et ça fait mal, voilà, et soit à la poubelle, soit on me demandait de changer mes conclusions, et ça me posait vraiment beaucoup de problèmes, parce que moi je suis quand même un homme de valeurs, d'éthique, et voilà. Et je veux dire, moi j'ai fait un travail, je veux qu'il soit restitué comme il est, quoi. On va pas dire, Romain il a fait ça. Non, Romain il a fait un travail. Après, derrière toi, si tu veux dire, oui, mais j'ai modifié les trucs, tu le dis, mais c'est pas moi qui vais le faire, quoi. Et voilà. Et puis, un jour, on m'a dit, ton travail ne t'appartient pas. Et ça a été la phrase qui vraiment a fait un déclic dans ma tête, parce que justement, si tu as une conclusion qui devait être modifiée, il m'a dit, ton travail ne t'appartient pas. Et moi, pour moi, c'est inconcevable. C'est-à-dire, là, pour le coup, je suis un peu paysan dans l'âme. Je fais un truc de mes mains, c'est à moi, ou c'est à moi et je le donne, mais on va pas me le modifier. Ça, c'est mon truc, quoi. Voilà. Et donc, dans le triathlon, j'ai trouvé mon truc, parce que là, je fais un truc, mon travail m'appartient. Et bon, bref. Donc du coup, voilà, j'ai passé 6 semaines comme ça à broyer du noir, à me dire, merde, voilà, tu vas pas refaire ce que tu faisais dans ton ancienne vie, et puis du coup, le sport, est-ce que c'est vraiment pour toi? Voilà, tout ça, on va réfléchir, hein. Et puis comme j'étais blessé, j'avais plus confiance, je me disais, mais en 2020, tu vas trop blessé de partout, en fait, c'est bon, c'est fini, ça y est, voilà, t'as un corps qui est devenu super fragile. Alors, je savais même pas pourquoi. Il était très très solide à l'époque, et après il est fragile. Et en fait non, voilà, en fait tout était contrôlé par le cerveau, on va dire. Et donc j'ai mis en place un processus de reprise en main. Donc après ces 6 semaines j'avais un peu commencé vers la fin, 6 semaines d'arrêt. Bon, déjà j'ai fait comme pour l'entraînement, j'ai énormément lu, je suis tombé sur des parcours, et là rien à voir avec le sport, hein. Des gens qui étaient en entreprise, des gens qui avaient un travail. On parlait des militaires qui revenaient, qui déprimaient, ceux qui avaient des PTSD, etc., des syndromes post-traumatiques. Donc voilà, je me suis passionné, et pour le coup, je me suis pris de passion pour tout ça. Mon père, il m'a amené des trucs qu'ils avaient au Crédit Agricole. Ils avaient des énormes boîtes, hein. Le Crédit Agricole, c'est 2000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que le PIB de la France, c'est le PIB de la France. Et donc, ils ont des gros classeurs sur justement le burn-out, la dépression, etc., parce que ils en ont des salariés qui sont pas bien. Et donc il m'avait ramené tout ça, et il m'a dit tiens, vas-y, lis ça, toi. Et c'était une mine d'informations, il y a des trucs très intéressants dedans. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, et puis après je suis allé me marcher, un peu courir en pleine nature. Alors là j'ai pété un câble, j'y allais en pieds nus. Voilà, parce que je voulais faire du grounding, tu sais, prendre l'énergie de la terre, là. Voilà, je me suis dit tiens, je teste d'aller courir pieds nus un peu sur l'herbe, tout ça. Donc j'ai testé plein de trucs comme ça. Et puis je suis allé voir un sophrologue. Alors j'ai cherché pendant un moment, mais je tombais sur des sophrologues qui partaient un peu dans les étoiles. Moi, c'est pas trop mon truc, hein. Je suis assez carré, donc voilà. Dixit, le mec qui va marcher pieds nus, faire des balades pieds nus pour ressentir l'énergie de la terre. Oui, mais parce que ça, à la rigueur, j'avais lu des trucs très intéressants dessus. Voilà, donc des échanges éventuellement, et puis le côté surtout sensation. Voilà, là, à la rigueur, la sensation, je sais que ça joue dans le cerveau. Et puis bon, mais vrai, tu vois, on a tous une contradiction, c'est une bonne contradiction, je te l'accorde. Et donc je cherchais des sophrologues, et je suis tombé sur un sophrologue qui était un sophrologue du sport,
surtout la présentation sur son site web, c'était carré, c'était je vais vous donner des méthodes, je vais rien vous apprendre, mais en fait vous l'avez en vous, mais je vais vous aider à le révéler, tout ça. Mais c'était pas, je cherchais pas un gourou, si tu veux. Voilà, moi je cherchais quelqu'un qui allait comme je fais, tu vois, en coaching, mais m'aider à m'autonomiser. Voilà, et à comprendre ce que je faisais pour me débrouiller tout seul, quoi. Donc je suis tombé sur la bonne personne, en l'occurrence Baptiste Faux, on peut dire son nom, hein, qui est un ancien médaillé mondial. Alors je sais plus s'il est champion du monde, mais médaillé mondial en wakeboard. Donc en planche sur l'eau, là, voilà, il faisait du wakeboard, et il a été au Krebs de Boulouris, avec des athlètes justement de tous les sports. Donc, un gars très intéressant, un parcours de vie riche, et qui lui-même a eu une bonne dépression voilà, pendant qu'il était sportif. Et bon voilà, donc j'ai appris des techniques de sophrologie, de respiration, de visualisation, etc. Donc, très très intéressant, que je mets en place, dont je me rappelle de temps en temps, parce que ça peut servir, que j'explique aussi à mes athlètes, parce que ça peut leur servir, et ça peut servir à tout le monde, en entreprise, etc. C'est vraiment, quand c'est des outils comme ça, c'est super. Alors moi j'adore. Et donc j'ai mis en place ça, et puis après on avait fait un deuxième cycle un peu plus tard, je crois que c'était je sais plus combien de mois plus tard, mais plus tard, on avait fait un cycle là pour le coup de préparation mentale pure, c'est-à-dire là avec des outils de prépa mentale adaptés au sport. Donc on avait fait d'abord un diagnostic, moi qu'est-ce qui allait pas dans, on va dire, mes forces. Moi j'ai une motivation de base qui est très forte. Je veux dire, moi tu me dis va t'entraîner tout seul, il y a pas de problème. Il y a des athlètes, au contraire, il va falloir un peu leur mettre un coup de pied au cul, ou qu'ils y aillent avec d'autres sportifs. Voilà. Donc on avait fait un peu des trucs comme ça. Par contre au contraire, moi c'était m'entraîner avec les autres, c'était moins mon truc. Donc on a essayé de voir un peu ce que je pouvais épuiser dedans, tout ça. Voilà, donc on a un peu cherché ce qui était bien pour moi, et on a mis quelques techniques en place. Et pareil, ça je l'ai appliqué à l'entraînement, et à force de l'appliquer, ça devient naturel. Et après en compétition, j'avais même plus vraiment besoin de l'appliquer, c'est-à-dire ça m'avait transformé, et voilà. Donc c'est voilà. Bon, malheureusement entre-temps, attends, pour finir, donc on va dire 2020, en mars 2020, j'étais revenu normal, on va dire, en termes d'état émotionnel. Voilà, burn-out, je pense que c'était derrière. Et puis arrive le Covid, et là, bon, ça remet un coup, mais ça m'a pas remis en dépression, en burn-out. Voilà, c'est juste que je me suis dit bon, ok, ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Surtout le Covid, c'était pareil pour tout le monde, quoi. Je veux dire, là, on n'avait pas le choix. Oui, non, mais par contre, ça, si tu veux, quand tu sortais comme ça d'une dépression, moi j'ai eu peur au début. Au début, je me suis dit, oh putain, ça va me flinguer en deux cette histoire. Enfin voilà, je pensais que j'étais encore un peu fragile, mais en fait non, ça va, j'étais encore assez costaud au niveau mental. Je m'étais bien retapé. Et voilà. Et donc depuis, j'ai plus eu ça. Parce que j'ai changé ma manière, tu vois, c'est pour ce que je te dis intrinsèquement, voilà, on a tous nos responsabilités, et moi j'ai changé un peu ma manière d'aborder certaines choses, d'aborder certains discours ou certaines réflexions, etc. Et voilà. T'es revenu plus fort. Ouais, oui, ça on peut le dire, voilà. Plus fort, voilà, pour le coup, ouais, ouais. Mieux armé en tout cas, mieux armé, et puis ouais. surtout moi ce que j'apprécie maintenant, c'est de pouvoir un peu le transmettre, parce que voilà, je sais à quel point c'est pas des périodes faciles. Et aujourd'hui, je pense que nos modes de vie qui sont très stimulants, on a des sollicitations partout, on est hyper stimulé partout dans la vie, que ce soit via le téléphone, à l'ordi, via les contacts. Tu vois, on parlait de l'époque, je te parlais de l'époque, à la rigueur, en paysan, t'évoluais avec ton petit cercle, ta tribu, tu voyais que 5-6 personnes tous les jours, c'est tout. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Et donc c'est super, mais tu vois, ça peut amener à des états émotionnels avec des gros pics, et finalement à des burn-out, des dépressions. On le sait, enfin aujourd'hui, il y en a de plus en plus, quoi. Écoute, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Je t'avais dit 1 heure, ça fait 1h45, donc on va se diriger vers la conclusion. Tu le sais parce que tu as écouté les épisodes, et les auditeurs et les auditrices le savent. Peut-être que j'ai bon espoir que tu nous ramènes plein de tes followers qui vont découvrir le podcast grâce à toi. Donc, je te pose quand même cette dernière question que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Romain, à ton avis, comment devenir triathlète ? En fait, c'est le coup de cœur. Pour moi, on l'a en soi ou on l'a pas. Voilà. Et ce qui va le révéler, c'est éventuellement de voir d'autres triathlètes, de voir une compétition, ou de s'y essayer soi-même. Mais de voir une affiche. De voir une affiche. De voir une affiche. Et juste pour terminer là-dessus, tu vois, tu disais aujourd'hui on découvre peut-être le triathlon par Instagram, par TikTok, etc. de manière différente. Moi, je trouve qu'il y avait
il y a encore, hein, pour ceux qui découvrent comme ça, il y avait en tout cas une certaine poésie comme quand un bouquin, tu vois, c'est pas pareil qu'un film. Un bouquin, tu vas t'imaginer des choses. Et moi, je vois une affiche, tu t'imagines des choses, ou au pire, tu t'imagines pas grand chose parce que t'as que l'affiche, et tu vas sur la compétition, et là, tu vois tes yeux, quoi. Tu arrives, tu vois, tu parlais de ton podcast, tu essaies d'arriver sans trop arrière-pensée, ou voilà, en mettant des choses de côté. Ben là, voilà, tu arrives et tu vis vraiment le moment présent. Et je pense que moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé à maximiser l'illumination. Voilà, donc comme tu l'as dit, hein, il faut être motivé, puis surtout être illuminé, avoir cette illumination. Le triathlon, qu'est-ce que c'est ? Allez, je vais regarder, je vais me mettre dedans, je vais prendre un coach, tant qu'à faire. Romain, d'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve si on veut bénéficier de tes services de coaching, si on veut suivre un petit peu ton actualité, si on veut suivre tes entraînements, tout ça, ça se passe où ? Alors, je suis partout, Instagram, LinkedIn, Facebook, Strava pour les entraînements. On peut vous contacter sur tous ces médias, contact@garcinromain.com pour l'adresse email, mon site web, garcinromain.com. Et puis pour le coaching, bah, c'est pareil, ça peut passer par là, ça peut passer par Nolio, pour ceux qui ont déjà un compte Nolio, mais là, il faut peut-être en avoir déjà un, mais voilà, après, j'explique la procédure. Voilà, je suis partout, sauf sur TikTok, j'ai pas encore, c'est trop jeune. Voilà, c'est plus de notre âge. Bon, t'as quand même l'âge de ma sœur qui a 10 ans de moins que moi, donc... Bref. Romain, merci beaucoup d'avoir échangé, partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et c'est quoi d'ailleurs la suite pour toi, les prochains gros objectifs là ? Eh ben, pour le coup, je vais te surprendre, mais je n'en sais absolument rien. Non, j'ai quelques objectifs en tête. J'ai le fameux nouveau XL d'Embrun, la fin juin, là, avec des distances un peu à l'ancienne, là, 3 km de natation, 120 vélos et 30 à pied. Et puis peut-être l'Ambreman, après j'aimerais bien greffer peut-être le triathlon des gorges d'Ardèche autour, voilà, mais je vais de faire des triathlons dans la région de très haut niveau. Il y a le Roll Ventoux-Man peut-être aussi en mi-septembre, donc de toute façon maintenant j'allais dire c'est bon, quand on court en France on sait qu'on est niveau international parce qu'on a tous les meilleurs, mais non, mais je vais essayer de faire des triathlons, puis voilà, pour pas trop me déplacer un peu à droite à gauche, des fois ça me gonfle d'aller voilà, même loin en Europe, quoi. Donc voilà, je vais faire ça, et puis peut-être en fin de saison une course pour le coup à l'étranger, donc je sais pas, peut-être l'Ironman du Portugal, ça me dirait bien. Il a l'air assez solide, ou peut-être plus loin. Mais en fait, si tu veux, l'an dernier je me suis fait renverser par une voiture, et donc j'essaie déjà de stabiliser quelques tensions que j'ai à droite à gauche avant de m'engager sur un calendrier, et je le fais plus même. Au début, j'essaie de me mettre dans un calendrier comme font plein de gens, en tout cas plein d'athlètes très pros qui annoncent leur calendrier au début de la saison. Moi non, là j'y vais un peu plus comme au début, tu vois, un peu à l'instinct. Enfin, au début il y avait l'Ironman de Nice, mais après toutes les courses je les faisais à l'instinct. Voilà, je m'inscrivais un peu. Voilà. Eh ben écoute, on te souhaite bon instinct, éclate-toi bien pendant ton stage là, pendant quelques jours, reviens nous chargé d'énergie, de force, de soleil, de vitamine D, et puis à très bientôt peut-être sur une course. Avec plaisir, Arnaud, à bientôt tout le monde. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.